Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir, bienvenue dans Santé, Bien-être, la vie au naturel. Alors, bonsoir Yasmine. Bonsoir Patrick, bonsoir Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir Yasmine, bonsoir Patrick. C'est pas mal, elle se dit bonjour elle-même. Alors on vient de s'entendre le regretté David Bowie avec Rebel Rebel. C'est une émission assez rebelle aussi puisqu'on essaye de faire bouger tout ce qu'il y a dans la tête des gens. Que tout ce qu'on leur a inculqué, notamment pour tout ce qui est la santé, tout ce qui est le manger et tout le reste. Et bon, on est là pour un petit peu essayer de retourner la situation comme on peut avec nos moyens. Tout à fait. Alors, nous avons un invité ce soir. Ouais, on a un invité de marque, n'est-ce pas Julie? Oui, monsieur Gilles Lartigot. Bonjour. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Bonsoir Yasmine, bonsoir Julie, bonsoir Patrick. Un invité de marque, je ne sais pas si on peut me qualifier de marque. Par contre, j'aime bien ta programmation musicale. J'aime bien Rebel, tu vois, David Bowie. C'est bien choisi comme introduction, ça va me mettre en forme, tu vois. Super, merci beaucoup. Il en faut de la forme, parce qu'avec tout ce qu'on nous donne pour nous casser en deux... Bon, c'est pas tout ce qu'on nous donne, c'est tout ce qu'on prend en fait. C'est parce qu'on a le choix, tu vois, on nous l'impose pas. Encore heureux qu'on puisse vivre dans un pays avec un peu de liberté encore. Donc on a le choix de notre alimentation. Gilles, on a le choix, oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne regarde pas qu'ils peuvent avoir le choix. Ben, s'ils ne regardent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie de s'informer, tu vois, parce qu'aujourd'hui, vu les moyens de communication que l'on a, c'est une volonté de ne pas savoir, voilà, je pense. Ou alors c'est un manque de temps. En tout cas, je ne juge pas du tout, moi, les gens qui sont restés dans un process... je dirais classique au niveau de leur alimentation, d'aller faire les courses au supermarché, de manger des saucisses purées le soir, tu vois. Parce que, voilà, soit ils n'ont pas l'information, s'ils ont l'information et qu'ils ne le font pas, là aussi, c'est peut-être un problème de choix, de temps et de priorité, tu vois. Mais moi, je pense qu'on en arrive là, hein. On arrive vraiment dans un nouveau paradigme, des grands changements où les gens commencent à certains, je généralise pas tout, mais à se responsabiliser, ça va de bouche en oreille, les gens commencent vraiment à s'intéresser à tout ce qui se passe aussi bien au niveau de la planète, mais aussi bien chez eux aussi, et déjà par leur assiette. Oui, mais je pense que c'est pas un phénomène, tu vois, Julie, qui est nouveau. C'est Yasmine. Ah, Yasmine, excuse-moi. Excuse-moi. Il faut que je m'habitue à vous voir. Yasmine, je pense que c'est pas un phénomène nouveau. On nous parle de changement de paradigme, etc. Bon, moi j'écoute, je suis pas forcément... je dirais très très connecté, moi je suis plutôt terre à terre, mais j'ai remarqué que à toute époque, tu as eu des gens qui se sont élevés, qui sont allés contre la pensée unique, et c'est pas nouveau, tu vois, il y a des écrits qui datent du début du XXe siècle, et qui font part de leur inquiétude, notamment dans les années 50-60, de cette chimie, tu vois, qui est omniprésente aujourd'hui, qui nous fait beaucoup de mal, de la terre qui va aussi, qui est saccagée pour cette industrialisation à outrance, pour cet hyper-consumérisme, de tout temps. Il y en a eu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, à mon avis, la grande différence, c'est qu'on a les moyens de se parler entre nous. Tu vois, on a les moyens, avec l'outil qu'on a aujourd'hui, comme Internet, d'être en contact, et de se regrouper. Ça, pour moi, c'est le vrai changement. Et je sais pas si tu avais entendu parler de ce film, hein, Colin Serrault a fait La Belle Verte hein, dans les années 90. Hein, c'est un exemple, c'est un bel exemple. Voilà, il était quand même très visionnaire sur la situation et voilà, elle avait une réalité qui aujourd'hui, maintenant, La Belle Verte, c'est comme si en ce moment les gens prennent conscience. Hein, je vois déjà sur Facebook. Tous les gens le tournent en boucle, ce film, et elle a déjà parlé de tout ça. Mais même bien avant, tu as eu, je crois que c'est dans les années 70, Soleil Vert, qui est un film d'anticipation. Tu as eu des écrits aussi comme 1984 ou Le Meilleur des Mondes, tu vois. Donc voilà, ça c'est des écrits qui datent, tu vois, aujourd'hui, et qui étaient visionnaires, parce que l'époque aujourd'hui, voilà, est arrivée, quoi. On vit dans ce monde-là. Tu avais une personne aussi, un Américain, je sais pas si tu connais, Edgar Cayce, hein, qui c'était un grand médium et qui s'intéressait un petit peu à tout. Et il parlait justement de la nature, de la nourriture, de l'alimentation aussi, hein, des vibrations qu'on peut avoir en lien
avec la nourriture. Il disait créez votre propre lopin de terre si vous pouvez, voilà, sans pesticides, sans rien, vraiment du bio. Hein. C'était dans les années 30, il en parlait déjà énormément sur tout ça. Ouais. Et Hippocrate aussi, l'aliment soit ton médicament, c'est très vieux aussi ça. Ouais, tout à fait. Ouais, ça c'est les grands penseurs grecs. Après, c'est vrai que cette problématique s'est un petit peu estompée, quoi. En fait, de tout temps, l'homme a mangé pour survivre. Aujourd'hui, on est vraiment là dans un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on mange plus pour survivre. Tu vois, on mange parce que c'est bon, par gourmandise, par drogue, par addiction. Moi, je dirais pas drogue, hein, parce que c'est des addictions. Hein. Oui, c'est des addictions, mais c'est des addictions légales. Donc, donc voilà, aujourd'hui, on a perdu l'importance de notre nourriture. Voilà. Ouais, le goût, les aliments, tout ce qui est produits bio, les produits locaux, tout ça on l'a oublié. On sait qu'en France, on fait beaucoup la semaine du goût, justement, pour initier les enfants à l'alimentation, hein, quand on dit manger ça avec légumes. Donc voilà. Ouais, mais pour moi, ça, tu vois, c'est anecdotique, quoi. Tu vois, comme la journée sans viande, tu vois, la journée de la femme. C'est pour moi, si on voulait vraiment éduquer, si tu veux, nos enfants sur le goût, la cuisine et tout, ça serait enseigné déjà au primaire. Voilà, et ça serait. Mais c'est déjà enseigné au primaire. Hein. Moi, je te parle du sud de la France, hein, parce que moi, je suis française du sud de la France. Okay. Et donc, je sais que c'est fait. Et mon fils qui était en crèche ont le droit, les enfants, d'être végétariens. Ok. Maintenant, les parents ont le droit de dire, voilà, mon fils est végétarien, je ne veux pas qu'il mange ça, je ne veux pas qu'il mange ci. Mon fils était pareil, hein, il y avait des choses que je ne voulais pas qu'il mange. On avait ce droit-là maintenant. Ouais. Et on avait sorti des articles il n'y a pas longtemps, hein, Julie, je ne sais pas si tu as vu, des cantines bio et végétariennes et végétaliennes, je pense. Voilà, aussi, oui. Qui commencent mais je te parle de ça, ça commence à se mettre en place. Pour moi, c'est anecdotique encore, là, parce que si tu veux, ça part pas d'une volonté gouvernementale. Voilà. Ah non, donc, non, c'est clair. Donc c'est que des initiatives, si tu veux, locales. C'est pour ça que je crois beaucoup encore au pouvoir des maires, tu vois, le peu de pouvoir qu'il leur reste. D'avoir comme ça des cuisines centrales, tu vois, et des cantines bio, d'avoir accès au repas végétal, tu vois. Et très souvent, le repas végétal, c'est qu'on va juste supprimer la viande ou le poisson, tu vois, de l'assiette de l'enfant. Et c'est pas forcément bien adapté de lui filer du tofu, tu vois, ou que des légumineuses. Il y a une méconnaissance, de toute façon, de l'alimentation végétale, telle qu'elle doit être pratiquée, pas l'alimentation qui est pour moi un effet mode, tu vois, mais les fondamentaux ne sont pas enseignés, quoi, dans l'éducation nationale. Alors, privée peut-être, je sais pas, mais voilà. Donc tout ça, c'est un manque. Plus aujourd'hui, les gens vivent la plupart du temps en ville. On n'a plus de paysans. Dans les années 50, il y en avait 10 millions. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 1 million. Tu vois, il y en a un qui se suicide tous les 2 jours. Voilà, et puis là, tu vas avoir, il y a quelques jours, un dessin dans Charlie Hebdo, là, je crois c'est Riz qui avait dessiné des cordes, tu vois, pour se pendre pour les paysans. Je trouvais ça, voilà, ça m'a rendu triste, voilà, tu vois, cet état de fait. Et puis les gens, en fait, sont déconnectés de leur nourriture, ils ne savent pas d'où ça vient. C'est souvent transformé, et puis ils ont cette addiction au niveau du goût. Il y a une initiative ici à Tournai avec un potager libre qu'ils ont lancé aussi pour que les gens puissent se servir aussi. Je trouve ça intéressant pour faire connaître aussi les produits locaux, quoi. Toutes ces initiatives sont très intéressantes. Voilà. Et au plus il y en aura, au plus les gens en parleront, et puis au plus ça avancera. C'est-à-dire, pour moi, avancer, c'est qu'on ait au moins le choix. Donc voilà, le choix de manger ce qu'on souhaite manger, et surtout le choix d'avoir des aliments sains sans forcément les payer un prix exorbitant. Ça va être une problématique demain, parce qu'il y aura de moins en moins d'aliments sains, et forcément les prix vont augmenter. Là on voit que le bio, ils veulent modifier la réglementation du bio en intégrant un peu de pesticides. On se demande pourquoi, tu vois, on n'a pas du tout notre mot à dire là-dedans, tu vois. Donc en fait le label bio va se dévaloriser, quoi. Et donc ça sera de plus en plus compliqué, sauf pour ceux qui vivent dans des petites villes, des petits villages et à la campagne. Voilà. Gilles, on aimerait que tu te présentes aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Alors, je m'appelle Gilles Lartigot, c'est mon vrai nom, ce n'est pas un nom de... Voilà, c'est mon vrai nom, ce n'est pas...
Je suis un auteur indépendant, 100% indépendant, parce que je suis financé par personne. La maison d'édition qui m'édite, c'est la maison d'édition de mon épouse, Valérie. Donc on a toute liberté de dire ce qu'on veut dire. Et puis on a écrit le livre Hit il y a maintenant 2 ans. Et on a eu... donc on était au Québec, on a vécu 5 ans au Québec, on a écrit le livre là-bas. On a fait des enquêtes en Europe et aux États-Unis et au Canada. Et il se trouve... donc ce livre, c'est je dénonce l'alimentation toxique, l'alimentation qui nous rend malade. Je mets en relation, grâce à un grand professeur qui a travaillé avec moi, qui s'appelle Pierre-Marie Martin, spécialiste des perturbateurs endocriniens et des cancers hormonodépendants. On a pu établir le lien entre notre alimentation et le développement de maladies comme le cancer, les maladies chroniques, le diabète, etc., l'obésité croissante. Et le livre se veut un peu plus lumineux, je dirais, lorsqu'on aborde la deuxième moitié du livre. Où là je parle d'alimentation vivante et je dis qu'il est temps on peut encore en réchapper, donc il faut se tourner vers l'alimentation vivante et trouver les bons aliments. Donc voilà, c'est un livre sur l'alimentation, c'est aussi un livre un petit peu sociétal, parce que j'ai une réflexion sur notre époque justement. Moi je suis né en 66, donc j'ai 50 ans cette année. Donc j'ai un petit peu... Oui, voilà, c'est aujourd'hui en fait, bon anniversaire. Toi, c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui, non? Non, c'est pas aujourd'hui, c'est au mois d'août. Ah, je sais pas, parce que j'ai vu tout à l'heure sur ton Skype bon anniversaire. Je croyais que c'était aujourd'hui. Non. Ah, alors je m'excuse. C'est moi, autant pour moi. Et voilà, donc il est sorti en fait en novembre 2013 au Québec. On est arrivé en France en janvier 2014 et on a commencé à faire des show-conférences. On a monté avec Valérie un spectacle autour de mon livre, donc qui vit avec l'actualité. Et puis on a fait ça on a fait 2 tournées en 2014-2015. On a fait quasiment 80 dates au Québec et en Europe, 60 en France. Et on a la grande chance que le livre soit un best-seller, et qui est numéro 1 sur Amazon en nutrition depuis 14 mois, qui fait partie régulièrement du top 100 des livres les plus vendus. Et on est très fiers de ça parce que ça nous donne aujourd'hui une vraie liberté. Donc on arrive à vivre, je dirais, de notre livre grâce à nos lecteurs qui ont fait cet acte d'achat et ceux qui sont venus nous voir en show-conférence. Et donc là, on a beaucoup de projets là, pour cette année. On en parlera peut-être si vous voulez un petit peu plus tard. Et donc on est très satisfait de la tournure qu'ont pris les choses. Voilà, j'étais un petit peu long, excusez-moi. Juste avant de poser la question, comment vous en êtes arrivé à vous poser la question sur ce que l'on mange, je veux savoir la chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Pourquoi? Les chroniques d'un fauve. Ouais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une jungle. Voilà, je trouve que l'image du fauve me correspond bien. Un fauve a développé un instinct. Ah oui. Ouais, pas forcément physiquement, je pensais pas forcément à ça. Mais l'instinct d'un fauve, c'est quand même un animal qui est quelquefois solitaire, pas toujours, mais qui a développé un instinct. Et donc je dis dans mon livre qu'il faut qu'on retrouve notre instinct animal. Donc voilà pourquoi il y a eu ce sous-titre en fait, parce que le titre du livre c'est Hit, Oui, donc tout à fait. chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Voilà. Et c'est écrit sous forme de chronique, ce qui fait aussi le succès du livre, je pense, c'est qu'il est très accessible, c'est un livre digeste, fait avec une quarantaine de chroniques de 3, 4, 5 pages, des recettes également. Oui, ce Donc, que j'ai pu voir, vous avez des petits tuyaux aussi là-dedans, quoi, des petites pistes. Voilà, c'est pour donner un petit peu d'espoir aux gens lorsqu'ils finissent leur lecture. Alors, Gilles, comment vous en êtes arrivé à vous poser la question sur qu'est-ce qui a fait que vous êtes posé la question, que vous êtes intéressé à tout ça? Alors très rapidement, parce que je le dis quasiment à toutes les entrevues, mais rapidement pour ceux qui connaissent pas forcément mon histoire, c'est que en fait je me suis toujours intéressé à la nutrition. Donc lorsque j'avais 18 ans, je vivais en Californie, à Los Angeles, et j'ai passé un diplôme de nutritionniste là-bas, essentiellement pour le sport. Et donc j'ai eu toujours cette passion de la nourriture. Ensuite j'ai fait divers métiers jusqu'à mes 40 ans. Et puis on en est venu à écrire ce livre parce qu'on a enquêté, notamment pour la télévision et certains médias de protection animale.
on a fait des enquêtes d'investigation dans le domaine de la protection animale. Et donc ça a commencé comme ça parce qu'on a eu accès en fait à des élevages industriels. Donc là on a mis un peu le doigt dans l'engrenage. Du jour au lendemain, ce que j'avais vu m'avait traumatisé, je ne pouvais plus manger de la viande, donc c'est là où je me suis fortement intéressé à la nourriture végétale, toute la nourriture dite alternative. Et on a appris intensément pendant quasiment une année. Et ensuite on a continué nos enquêtes dans le milieu de l'industrie agroalimentaire. Et on a écrit le livre en quasiment 3 ans. Voilà, c'est Valérie qui a suivi toutes les photos, qui a fait les enquêtes avec moi. Donc voilà, même si je suis le seul auteur, c'est vraiment un livre qu'on a fait à 2. Voilà, donc le facteur, le déclencheur, si tu veux, ça a été vraiment la visite dans les abattoirs et les élevages industriels. Ouais, c'est pas très jojo. Non. Moi, j'ai vu Il y a des photos dans le livre, c'est dur. moi, j'ai vu aussi des documentaires, c'est vraiment écœurant. Des choses qui font le cœur. Mais il faut le savoir, il faut le voir, il faut être capable je dirais, d'emmagasiner cette information. Et puis, comme je dis, moi, je ne suis pas du tout un militant anti-viande. J'en mange pas, c'est mon choix, mon épouse aussi, ma mère également, mais on l'impose pas du tout aux autres, quoi. Et le fait de ne pas manger de la viande, en fait, les gens ne comprennent pas, ceux qui consomment de la viande encore, que c'est le corps, en fait, qui demande à plus consommer de la viande. Il ne faut pas que ce soit un régime ou une obligation. Et donc, on me demande souvent, ça ne te manque pas? Non, ça ne me manque pas. Voilà. Et je ne pourrais pas aujourd'hui. Peut-être demain, ça reviendra, je ne sais pas. Je pense pas, mais pour survivre, est-ce que je mangerai de la viande? Oui, on m'a quelquefois posé la question. Est-ce que je serais prêt à tuer un animal pour survivre? Oui, j'ai répondu également à cette question. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de tuer les animaux, on n'a pas besoin, si tu veux, on n'est pas dans un état de survie, pas encore. Mais voilà, donc, mais bon, ça, il faut avoir aussi l'information. C'est long, tu vois, le changement est très très long, c'est un changement aussi social. Si tu es rejeté par ta famille, tes amis ne comprennent pas, quand tu sors, c'est la galère, enfin voilà. C'est pas un chemin facile, quoi. Ouais, bon, en plus, surconsommation de viande avec tous les fast-food qu'il y a, les McDo, les Quick, tout ce qui est industrialisé. Et puis après, il y a plein de problèmes économiques avec tout ça. Ouais, c'est vrai, Oui, quand C'est même. lié. Oui, parce que depuis les années en fait 60, l'industrie de la viande a cessé de grossir. C'est vrai que l'avènement des fast-foods a accéléré les choses. C'est quand même les États-Unis qui ont inventé l'élevage industriel. Les premiers, c'était, je crois, les poulets. Donc, ils ont vu que dans les hangars, ça grossissait beaucoup plus vite. Donc, ils les ont parqués. Après, ça a été les cochons. Après, ça a été les bœufs. Et donc, c'est cette viande, puisque au plus on produit, enfin, au moins on produit cher. Donc la viande est devenue plus accessible, comme la viande était une denrée rare, parce que pendant la guerre on en avait peu, c'est devenu synonyme de richesse, tu vois, d'opulence, de nécessité, et ça a complètement été perverti par aujourd'hui ce système industriel d'élevage, quoi, parce que les bêtes voilà, ne sont plus du tout respectées, mais en plus on les empoisonne, quoi. On leur donne des antibiotiques, on leur donne des grains au lieu de les laisser dans des fourrages. Alors bien sûr, on nous dit, oui, mais en élevage traditionnel, on ne pourrait pas nourrir tout le monde. Ouais, mais, nos grands-parents mangeaient de la viande peut-être une fois par mois, une fois par semaine. Aujourd'hui, C'était un luxe à ce moment-là. on en mange beaucoup, beaucoup trop, quoi, tu vois. Donc j'essaye, moi, j'oblige pas les gens à basculer sur le végétarisme, parce qu'au contraire, je les en dissuade quelquefois. Mais par contre, je leur dis de freiner leur consommation de viande et d'acheter plus cher de la viande bio, déjà, des petits éleveurs. Donc voilà, c'est un message que me reprochent par exemple certains véganes, parce que c'est soit tout ou rien, donc c'est plus d'animaux, plus d'abattoirs, etc. Pour moi c'est un peu utopique, et puis c'est imposer son choix à l'autre. C'est ça qui me dérange maintenant. Il ne faut pas imposer son choix, il faut l'expliquer, il faut se montrer un exemple, informer par rapport à sa propre expérience. Mais il ne faut pas obliger l'autre il ne faut pas imposer son choix à l'autre. Qui sommes-nous pour imposer notre choix à l'autre? Les nouveaux enfants là, qui arrivent, que ce soit 2000, moi je vois souvent, surtout les derniers, moi j'en parle à titre, même peut-être Julie peut en parler, à titre personnel, moi mon fils n'aime pas la viande. N'aime pas la viande, bon, de temps en temps un peu de poisson et encore, et il a fait des intolérances au lactose, quoi, il n'a jamais supporté le lait de vache, quoi. Ouais. Donc déjà ça, et moi j'ai vu pas mal justement à la crèche où beaucoup d'enfants font des intolérances déjà au lait, ne mangent pas de viande, c'est d'eux-mêmes, c'est le corps. Ils sentent eux-mêmes, oui. Ouais, c'est le corps qui rejette, qui ne veut pas manger de viande. Ouais.
Mais aujourd'hui, ces enfants ont le choix, donc c'est très bien. S'ils étaient comme ça, je dirais, en pleine forêt, etc., je pense qu'ils réagiraient différemment, tu vois. Donc il faut laisser en fait le corps parler et puis aussi être en accord avec sa conscience. Et en tout cas respecter ce qu'on a dans l'assiette. Chose que font peu de gens. Voilà. Et j'avais une question de quelqu'un qui m'a demandé que réponds-tu aux gens qui disent qu'il faut du temps donc pour bien préparer à manger pour les personnes qui sont pressées. Comment ils doivent s'y Ils se prendre? démerdent de prendre du temps. Moi je suis pas là pour dire que c'est Ils rapide préparent à et l'avance. facile. Non, mais c'est toute une question d'organisation en fait. C'est ce C'est que une j'ai dit à question d'organisation, c'est une question également de priorité. Tout dépend de la priorité que tu donnes à ton alimentation. C'est tout. On a tous 24 heures par jour. Voilà. Après, donc il y a toutes sortes d'excuses. Hein. Et puis les gens qui se cherchent des excuses, ben, voilà, ils en trouvent. Donc moi, je suis pas là, je monte pas aux gens. Je leur dis qu'il faut du temps, mais il en faut pas tant que ça. Voilà, bon, pour préparer pour 3 personnes, il me faut 20 minutes maximum. Après, tu peux t'organiser. Voilà. Donc, des fois, on est 2, eh ben, on va faire pour 4, et puis on réserve au réfrigérateur et on mange le lendemain. L'avantage de la cuisine végétale, c'est que c'est cuit très rapidement. Voilà. C'est toute une question d'organisation et surtout d'apprentissage. C'est ça qui est long. C'est ça qui est long. D'apprentissage, et le plus grand frein pour moi, c'est que c'est une décision qui doit se prendre en famille. Donc si on est célibataire, c'est pas un problème. Si on est 2, on échange. Hein. Si un couple, voilà, il faut qu'on fasse les choses ensemble. On peut pas avoir une femme végétarienne et un mari carnivore. Pour moi, c'est une perte de temps parce que bon, il faut faire à manger différemment, etc. Mais voilà, c'est pas, c'est une excuse comme une autre le temps. Donc. Et que penses-tu de l'alimentation crue, enfin le crudivorisme? Crudivorisme, j'écoute, j'apprends, je suis très proche de Thierry Casasnovas. Ouais. On est très loin d'être d'accord sur tout. Je respecte énormément le savoir qu'il a acquis là, en 4 ans, parce que les gens ne s'imaginent pas, ils ne savent pas d'où il vient, ce qu'il a eu, par où il est passé. Et moi, j'en parlais justement à midi avec des amis qui appréciaient beaucoup ces vidéos. Et je me disais, je suis assez admiratif devant Thierry par rapport à tout ce savoir qu'il a emmagasiné ces dernières années. Voilà. Il est rarement dans le faux. Par contre, Thierry, en fait, parle de généralité. Et le gros danger aujourd'hui, c'est que les gens sont très différents. Donc, ils ont certaines intolérances. Et il ne faut pas prendre, je dirais, ces conseils mot pour mot. Il faut les tester sur soi. Moi, les jus, je m'en fais pas au quotidien, parce que c'est long de faire les jus, c'est chiant, il faut nettoyer l'extracteur à jus. Tu vois, là aussi, j'ai écrit un article sur mon site, faire des jus, c'est long. Parce qu'il faut s'y préparer, tu vois, c'est moins de 20 minutes. Voilà. Et vraiment que des jus, juste vraiment manger l'alimentation vivante, pas cuire. Ben écoute, ça peut correspondre à certains, tant mieux, ça correspond pas à tout le monde, loin de là. Quand je parle de ça à des amis qui vivent au fin fond du Québec, dans le Grand Nord, ils rigolent un petit peu, parce que oui, c'est bien beau, mais ils n'ont pas accès à cette nourriture, tu vois. Donc ça dépend le lieu où tu te trouves, ça dépend de ton mode de vie. Tu vas pas faire manger du cru à des Inuits. Tu vois, les Inuits, ça mange voilà, de la graisse de phoque, quelquefois, tu vois, donc ça dépend des cultures, ça dépend des besoins. Donc voilà, le cru, c'est un monde alimentaire parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de choses à apprendre de justement cette alimentation vivante. Moi, je l'intègre au quotidien dans ma cuisine. Mais voilà, je suis pas du tout crudivore. D'ailleurs, je suis pas un vegan, un végétarien, je suis pas un omnivore, je suis rien. Moi, je suis hors classe. Voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, je le vois, venant du sud de la France, j'aime beaucoup les salades et j'aime le cru, mais je peux te dire que depuis que je suis en Belgique, j'ai un peu de mal. Hein. Oui, voilà. C'est pas le même climat et pourtant, j'adore les salades et j'ai besoin que du chaud. Voilà. J'arrive pas à manger comme je mangeais dans le sud de la France. Mais oui. Mais ça dépendait, en fait, l'homme a toujours été nomade, mais il s'ancrait quand même quelque part, parce que bon, il fallait qu'il reste, qu'il ait un point fixe, et il mangeait en fait ce qu'il trouvait au niveau local. Et très souvent, la nature est bien faite, hein, elle va nous donner ce qu'on a besoin là où on se trouve. Voilà. Si on est dans les dom-toms, ou que ce soit dans le fin fond du Québec, on va pas avoir accès à la même nourriture. Tu vois. Mais aujourd'hui, on comprend plus tout ça, parce que les bananes sont vendues au niveau mondial.
tu vois, mais ça pousse pas en Europe, quoi. Donc on a accès à toute cette nourriture. Les oranges, on en a toute l'année. Nos grands-parents, on n'en avait qu'en hiver, quoi. Les tomates, pareil, le fruit légume le plus vendu toute l'année, et puis tu en manges que l'été. Ça pousse l'été. Ouais, les tomates, c'est l'été. Donc voilà, manger local, manger surtout de saison. Tu vois, en ce moment, légumes racines. Là, j'ai fait un jus. Qu'est-ce que j'ai mis? Carottes, betteraves, pamplemousse. Voilà, c'est pas très élaboré, mais je rajoute du curcuma et du gingembre. Mais justement, là, tu vois, on finit à 21h, donc pour moi, c'est assez tard, puisqu'on dîne vers 19h, puisqu'on se couche tôt. Donc on va faire un jus, et puis je vais préparer juste un petit faritas à côté, où j'ai, là, c'est une nouvelle recette à base je fais un guacamole, en fait, avec un avocat et des graines de cajou. Je rajoute un petit peu de citron, je mixe tout ça dans un robot. Avant, j'avais fait préchauffer et cuire à la vapeur des petits carrés de courge ou de potimarron, tu vois. J'avais mis mon pain faritas dessus, parce que les pains faritas, ben, quand on les fait, après, on les mange pas crus, hein, il faut les faire chauffer quand même. Et ensuite, donc, j'étale mon guacamole sur le faritas, je rajoute les petits cubes de potimarron ou de courge. Je rajoute beaucoup de germination, voilà. Et puis du gomasio, j'adore ce condiment, le gomasio. Un petit peu de piment, parce que j'aime bien manger pimenté. Et puis on ferme voilà, ce faritas, donc on mange ça avec un jus. Voilà. C'est relativement léger, parce qu'en principe je mange un peu plus. Voilà, Gilles, on va faire une petite pause musicale. Cool. Alors qu'est-ce que tu attends? Envoie toi aussi ta candidature via email à animateur@pacificfm.be et rejoins très bientôt l'équipe de Pacific FM. Pacific FM, votre radio au cœur de la Wallonie-Picarde. À bientôt. Et bien-être, vis ta vie au naturel. Il va falloir que je prenne l'habitude de le dire, là. C'est pas toujours évident, là, un nouveau nom. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Gilles Lartigot. Et on vous parle de nourriture principalement, tout ce qu'on a ingurgé du lit. Alimentation, oui. Donc, Gilles, tout à l'heure, tu as parlé des perturbateurs endocriniens. Est-ce que tu peux un peu expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est, où on trouve ça, enfin, nous expliquer un petit peu? Les perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules toxiques qui se fixent à vie dans nos cellules graisseuses. Donc, qui nous provoquent de l'infertilité notamment, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup moins fertile que nos grands-parents. La génération qui arrive, ça sera assez dramatique. Ça provoque aussi des malformations chez les nouveau-nés, de l'infertilité aussi féminine, des désordres au niveau du système nerveux central, des malformations, etc. etc. C'est vraiment de belles saloperies. Et les perturbateurs endocriniens, en fait, sont des molécules chimiques qui sont apparues dans les années après-guerre, dans les années 50. Ça vient principalement donc des gaz de combat qui sont aujourd'hui les pesticides qu'on emploie en agriculture sont des dérivés des gaz de combat de la Première et Deuxième Guerre mondiale, fabriqués par Monsanto. Et donc ces molécules chimiques, on les retrouve dans les pesticides, donc on les absorbe. Et il ne faut pas croire, par exemple, lorsqu'on prend un fruit, qu'on le rince, qu'on passe du bicarbonate dessus, ou qu'on le pèle, qu'on enlève la peau. En fait, les pesticides sont à l'intérieur de la chair du fruit, même dans les pépins. Donc, le fruit qui reçoit le plus de pesticides, c'est par exemple la pomme. Vient ensuite le raisin. Donc, tout ce qui est vin non bio, c'est du concentré de perturbateurs endocriniens, du concentré de pesticides. Il faut le savoir. Il faut en être conscient, et ça c'est apparu dans les années 60, et aujourd'hui c'est vraiment omniprésent. Donc ça provient de 3 sources, donc les pesticides, les engrais, etc. Ça provient aussi des plastiques. Tous les plastiques en fait sont perméables, c'est-à-dire qu'il y a des polymères et des monomères, donc qui forment justement le plastique. Et le plastique, en principe, est rigide et cassant. Et pour le rendre souple, donc, on va faire un liant avec des monomères. Et ce liant, en fait, est perméable à la chaleur. C'est-à-dire que tout le contenant plastique que vous mettez au micro-ondes pour faire chauffer votre alimentation, vous allez le rendre poreux. Les perturbateurs endocriniens vont aller dans la nourriture. Vous allez l'absorber et vous allez le fixer à vie dans vos cellules graisseuses. Et lorsque vous allez allaiter votre enfant, vous allez lui transmettre ces perturbateurs endocriniens. Voilà. Un enfant qui naît aujourd'hui a à peu près une centaine de molécules toxiques différentes à l'intérieur de son corps. Il faudrait quand même qu'on réfléchisse sur ce problème-là.
Et donc la troisième source, c'est tout ce qui est médicaments. Par exemple, l'eau de ville que nous buvons a des résidus médicamenteux, personne ne nous en parle, a des résidus de pesticides, personne ne nous en parle. On nous dit que cette eau, elle est potable, mais elle a du chlore. Le chlore, c'est pas bon pour nous. Au Québec, il y a même du fluor. Le fluor est un neurotoxique, c'est très pas bon pour nous. Et donc on absorbe ces sources de perturbateurs endocriniens, notamment en buvant de l'eau. Ça se retrouve donc dans notre corps et on est de plus en plus aujourd'hui intoxiqué. Ça devient vraiment dramatique parce qu'il y a un lien très très fort avec le développement de maladies graves, voilà, et même mortelles. Et j'avais vu aussi les perturbateurs endocriniens, c'est aussi dans tout ce qui est cosmétique. Avec peut-être le parabène, tout ça, ouais. D'accord. Donc en fait, ça c'est les conservateurs, parce que pour qu'on puisse nous les vendre avec 2-3 ans, tu vois, d'utilisation, voilà, il faut mettre des choses chimiques, quoi. En fait, tout ce qu'on se fout sur la gueule, hein, notamment les femmes, sont source, en fait, puisque la peau, en fait, est poreuse, tu vois. Donc là, on s'en rend pas compte. Donc on se maquille, on se surmaquille. C'est l'époque qui veut ça aussi. Et ça, donc tout ça, c'est pas très bon. Les mauvais déodorants, tu vois, qu'on se met sous les aisselles, tout ça, bon, c'est pas très... aussi, ouais. Exactement, voilà. Donc c'est pas très bon non plus. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de cancers. Il y a de plus en plus de maladies comme Parkinson, des maladies dégénératives qui sont liées, en fait, à une consommation comme ça de produits toxiques et on les consomme malgré nous. Voilà, malgré nous. Et pour toi, quelle est l'alternative pour boire de l'eau bonne, quoi, pour que les gens continuent quand même à boire de l'eau, vu que c'est bon pour la santé quand même? Ben écoute, il y a... alors j'ai fait l'erreur de ne pas dire la marque la dernière fois, j'ai été abreuvé de messages, donc là je vais le dire, écoutez bien. En plus ils sont en Belgique, donc ça tombe bien, c'est le distributeur qui s'occupe également de la France. Donc j'ai découvert en fait ce matériel qui est une bonbonne en inox de décontamination de l'eau. C'est assez volumineux, hein, ça décontamine à peu près 8 litres. Bon, il y a différents modèles, mais bon. Donc on met de l'eau de vide, et puis quelques heures après, quelques heures, pas quelques minutes, comme les bonbonnes Brita, tu vois, qui arrêtent que les métaux lourds, ça c'est de l'arnaque. Donc quelques heures plus tard, on a notre eau qui est débarrassée de tout, même des minéraux. Donc là aussi, les minéraux, il va falloir les chercher ailleurs. D'ailleurs, c'est mieux de prendre des minéraux venant des végétaux, qui sont beaucoup plus assimilables, que les minéraux venant de l'eau, qui sont de la pierre. Souvent, quand on a des calculs rénaux, c'est par exemple, on a de la pierre. Donc cette pierre provient de cette eau qui est ultra minéralisée, comme par exemple la Badois et la San Pellegrino qu'on nous sert au restaurant. Donc tout ça, si tu veux, ça nuit vraiment à notre santé. L'eau c'est un élément primordial, vraiment. On ne se rend pas compte, on a de l'eau en fait courante aujourd'hui, mais on ne se rend pas compte que c'est un bien précieux. On pourrait se passer de manger, notamment pendant le jeûne, hein, donc on peut jeûner plusieurs semaines comme ça, mais en buvant. L'hydratation, la vie vient de l'eau en fait. Donc il y a René Quinton, hein, c'est un biologiste français qui explique l'eau de Quinton, tu vois. Donc pour répondre à ta question, alors j'utilise un matériel qui est très prisé, notamment aux États-Unis, au Canada, parce qu'il y a beaucoup de survivalistes là-bas. C'est des gens qui essayent de faire résilience, qui sont prévoyants, qui ont tout ce qu'il faut si jamais il n'y a plus rien autour d'eux. Et donc c'est une bonbonne, en fait la marque c'est Berkey. Berkey, donc B-E-R K-E-Y, voilà. Oui. Et puis, donc il y a un distributeur qui est en Belgique pour l'Europe, c'est berkey-water.eu.com, j'ai plus l'adresse en tête. Enfin, vous cherchez sur Internet. Et voilà, donc je suis très très content vraiment de ce matériel. En plus, les gens qui distribuent ça, ils m'en voudront pas d'expliquer un petit peu leur histoire. Parce que moi, quand je cite des marques, en fait, c'est pas pour faire du business. C'est parce que je l'utilise, je suis utilisateur de ça. L'avantage des Berkey, c'est qu'on n'a pas besoin d'électricité, on n'a besoin de rien. On peut se décontaminer n'importe quelle eau. Moi, je l'ai utilisé au Québec avec l'eau du lac, tu vois, avec la neige et tout. Donc, on décontamine tout. L'avantage des Berkey, c'est qu'il y a 2 filtres à charbon actif à l'intérieur. Et ces filtres à charbon actif peuvent durer un peu plusieurs années. Ça dure 5-6 ans. Donc le coût d'achat est relativement élevé, puisqu'il faut compter à peu près, je crois, dans les 280 voire 300 euros. D'accord. Mais on garde la machine, bien sûr, plusieurs dizaines d'années. Les filtres, on les remplace au bout de 5 ans, etc.
Donc, et puis je suis tellement content en fait, et puis eux sont fans de Hit. Et donc si on se présente en fait, de ma part, ils accordent une remise sur le tarif de cette bonbonne de décontamination parce qu'elle est exceptionnelle, elle est utilisée par les ONG, notamment en Afrique et tout. Donc pour en revenir aux 2 personnes qui ont monté ce site, en fait c'est quelqu'un qui vivait en Afrique et qui utilisait en fait ce matériel-là en Afrique parce qu'il y avait des problèmes au niveau de l'eau. Et l'autre, c'était quelqu'un qui vendait des photocopieurs et qui en a eu marre de polluer, si tu veux, l'environnement. Et il s'est dit, il faut que je trouve quelque chose de mieux à faire. Et tous les 2 se connaissaient, c'est des amis d'enfance. Et quand ils se sont revus, en fait, tous les 2 en Belgique, ils se sont dit, bah tiens, l'un a dit à l'autre, tu connais pas les berquets? Non, je connais pas. Ben voilà, c'est ce matériel. Et puis l'eau va être un problème. En Belgique aussi, vous avez de gros soucis au niveau de l'eau. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment que je recommande fortement parce qu'ensuite il n'y a pas de consommation d'énergie, tout ça, c'est vraiment autonome, tu vois, et tu peux survivre avec ça, rien qu'en buvant de l'eau. Voilà. Et que penses-tu moi, j'ai pas Berquet, mais j'ai la fontaine Eva. Écoute, je connais pas les autres systèmes. Moi, celui-ci m'intéresse vraiment parce qu'elle a besoin d'électricité, la tienne de fontaine? Non, mais Non, par contre, il y a des minéraux dedans. Ok. Après, je connais pas tous les systèmes. Moi, je te dis celui que j'utilise, celui qui est solide vraiment parce qu'il résiste à tout. Et c'est du matériel qui est qui a fait ses preuves. En tout cas, c'est celui que j'utilise. Donc après, moi, je commente pas le reste. Il y a l'eau osmosée aussi, l'osmose inverse, mais qui est une installation qu'on doit faire et qui est aussi pas mal plus onéreuse. Mais qui est aussi un très bon système. Donc il faut vraiment penser à décontaminer son eau, voilà, vraiment. Et que penses-tu en fait de tout ce qui est produits laitiers par rapport aux gens qui disent qu'il faut donner du lait pour le calcium et tout ça? Non, mais ça, écoute, moi ça me tellement évident, si tu veux, aujourd'hui, avec les informations que je détiens. J'ai pas trop développé le lait dans Hit, je pense que dans le 2e livre, je développerai un peu plus. J'ai fait la connaissance cette année du professeur Henri Joyeux qui en parle, je dirais, beaucoup mieux que moi des dangers du lait. Et pour les personnes qui doutent, parce que moi je suis juste un auteur indépendant, lui quand même un cancérologue reconnu, toujours en activité, et puis donc vraiment il informe par rapport aux dangers du lait, notamment. Donc moi j'en consomme plus, là aussi, j'ai arrêté du jour au lendemain, là ça m'a pas posé du tout de soucis, de tracas. J'ai trouvé les compléments alimentaires pour le sport, au lieu que ce soit des protéines de lait de vache, c'est des protéines de riz germé, donc des protéines végétales. Et puis tout ce qui était yogourt et tout, j'ai compris en fait que c'était des inventions marketing, quoi, parce que le yaourt qu'on mange, et on en mange beaucoup, c'est complètement inutile. C'est vraiment ça. Et puis le lait, le calcium, on peut le trouver dans les végétaux. Mais bon, là aussi, il faut avoir quand même une belle alimentation diversifiée. Le danger du lait aujourd'hui, principalement, c'est qu'il y a des facteurs de croissance qui restent, parce qu'en fait, nos grands-mères faisaient bouillir le lait, elles achetaient le lait cru à la ferme. Donc aujourd'hui, on l'achète, en fait, il est pasteurisé, les cuits UHT. La cuisson UHT, c'est une cuisson haute température, et qui tue bien sûr toutes les bactéries, qui permet de garder un lait longue conservation, mais qui ne tue pas les facteurs de croissance. Donc les facteurs de croissance, le lait de vache c'est fait pour le veau, c'est fait pour le faire grossir 5 fois plus vite qu'un humain, donc tout ça en fait c'est trop fort, tu vois, et ces facteurs de croissance aujourd'hui nous font grossir nos organes internes, notamment la prostate pour les hommes. Voilà. On voit que les bébés nourris au lait de vache sont vraiment gonflés, quoi. Mais c'est pas adapté à l'humain. Quand même, la nature, elle est bien faite, quoi. Après, les femmes n'ont plus voulu allaiter. Pourquoi? Parce que souvent, c'est à cause du travail. Quelques-unes, c'est parce que, bon, c'est pas forcément esthétique. Quelquefois, c'est douloureux. Ouais, ça prend du temps. Mais avant, les enfants étaient allaités. C'est grâce à ça qu'ils survivaient, hein, parce que... Voilà, aujourd'hui, je pense que tous les gamins sont trop aseptisés, quoi. On aseptise tout, on veut plus qu'ils aient un petit peu de saleté dès qu'ils sont par terre. Enfin voilà, on les surprotège. Et en fait, on n'a plus un terrain aujourd'hui pour combattre nos maladies, parce qu'on a complètement oublié que le corps s'auto-guérit. On y pense peut-être quand on se coupe, mais le corps s'auto-guérit. Et pour ça, il faut lui donner de bons aliments, il faut qu'il y ait des bactéries aussi vivantes. Si on mange tout qui est pasteurisé, on ne mange plus de bactéries. Voilà, tout ce qui est aliments fermentés, c'est très très bon pour le corps, pour la flore intestinale.
Aujourd'hui, même si on mange très bien, on a un intestin qui est tellement foireux qu'on n'arrive plus à assimiler les nutriments. Voilà. Et puis ceux qui se disent, voilà, je suis en manque de B12, ou je suis en manque de fer, ou je suis en manque de calcium, je fais de l'anémie, ben parce qu'on n'a pas un intestin qui est assez performant pour tirer justement tous ces minéraux des végétaux. Donc c'est pour ça que le cru ne correspond pas à tout le monde. Il faut vraiment rétablir, je dirais, sa fonction digestive et intestinale. Voilà. Et par quel moyen tu dirais à ce moment-là? Écoute, je suis pas un spécialiste en la matière, mais ça vient en fait il faut intégrer de plus en plus de végétaux dans son alimentation, les aliments fermentés, voilà, il y a du kombucha qui a été fermenté aussi, qui est excellent. Il y a beaucoup d'aliments miraculeux, la miso, le tamari, tous ces noms, si les gens ne connaissent pas l'alimentation végétale, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, pour nous c'est devenu du quotidien, tu vois. Mais on peut voilà, apprendre de ce genre de super aliments, comme je les appelle, et qui vont rétablir nos fonctions digestives. Voilà. Si on arrête de s'intoxiquer, on a, je dirais, cet effet de retour à la normale, l'homéostasie dont parle Thierry par exemple. Donc on revient à notre état normal. Il faut se décontaminer, en fait, voilà. Il faut se décontaminer, se détoxifier, et le faire petit à petit. Et je voulais avoir ton avis, parce qu'il y a deux sons de cloche par rapport à ça. Que penses-tu du soja? Je pense que pensent la plupart des gens, c'est qu'il y a les pour et les contre. Donc là, par exemple, je travaille avec deux éminents spécialistes, je pense que c'est les plus érudits en France. Je ne les nommerai pas pour l'instant, je vais réserver la surprise pour mon prochain livre. Donc c'est un naturopathe qui a plus de 25 ans d'expérience, et l'autre c'est un médecin généraliste, spécialiste de l'alimentation végétalienne. Tous deux ne sont pas d'accord sur le soja. Et pourtant, ils connaissent très très bien le sujet. C'est un sujet un peu délicat. Et moi, je dis que le soja, en fait, on n'en a pas forcément besoin. La grosse erreur que font la plupart des gens qui vont vers le végétarisme, c'est qu'ils vont acheter des plats préparés végétariens, où il y a beaucoup d'aliments transformés, là aussi, quoi. Ça, c'est des choses que j'arrive plus à manger, tu vois, c'est une espèce de faux steak. Les steaks à base de sétan, ou les steaks à base de quinoa, tu vois, de lentilles, de céréales, donc tout ça, on nous dit c'est très bien. Moi, j'aime pas du tout le goût. Je trouve ça vraiment pas bon. Il y en a très très peu qui sont bons. Alors, on en a quelquefois en dépannage, tu vois, mais la plupart sont faits à base de soja. Et on mange trop de soja, en fait. Là aussi, les végétariens, tu sais, être végétarien, ça veut pas dire qu'on mange très bien. Hein. Être crudivore aussi, ça veut pas dire qu'on mange très bien. Hein. On peut faire des excès, tu vois. Et donc là, oui, on peut avoir des carences. Il faut pas dire que c'est pas vrai. Oui, on peut être en carence si on passe sur un régime végétal, que notre corps n'est pas préparé à ce changement et qu'on fait forcément des erreurs. Il faut des années pour amorcer un changement, ça se fait rapidement. Mais pour vraiment être bien, avoir effectué un changement majeur dans son alimentation, il faut à peu près 3 ans. Voilà, il ne faut pas dire aux gens qu'en un quart d'heure ou en écoutant une émission, ils vont savoir bien manger. Non, c'est long, il faut tout réapprendre. Voilà. Donc pour te répondre au niveau du soja, moi j'en consomme très peu. Je suis pas du tout fan de tous les sojas, type les yaourts, tu vois, à base de soja, les crèmes de soja, tout ça. Moi, j'emploie plutôt de la crème de riz ou du lait de coco. J'aime pas tous les dérivés du soja. J'ai horreur des desserts végétaliens, par exemple, tu vois. Je trouve ça... franchement, c'est pas... Moi qui aime la pâtisserie, la vraie pâtisserie française, je trouve que c'est beaucoup trop lourd. Tu vois, et voilà, il faut arrêter de se glousser sur les desserts excellents qui sont végétaliens. Il y en a très très peu. Et puis, comme je dis à mes lecteurs, le dimanche, allez voir votre boulanger, pâtissier, artisan, tu vois, et tu te fais plaisir, voilà. Là, pour la Saint-Valentin, j'avais acheté à Valérie et puis à ma mère, on a pris une espèce de cœur c'était en fait... donc une pâtisserie française avec, bien sûr, il y avait un petit peu de chantilly, voilà, il y avait beaucoup de sucre blanc. Donc, tout ça, on sait que c'est interdit, on sait que c'est pas bon, tu vois, mais on se fait plaisir, voilà. Donc voilà, je me suis un petit peu éloigné de ta question, excuse-moi, mais le soja, voilà, j'en consomme très peu. Le tempeh, je trouve pas ça très digeste. On dit que c'est vraiment génial comme aliment. Oui, mais moi, ça, je supporte pas. On se tombe bien, Valérie non plus. Donc on est correct au niveau de nos sensations par rapport à ça. Voilà, mais j'en fais quelques fois. Puis il y a des recettes à base de soja dans mon livre. Je pense que dans le deuxième, il n'y en aura pas. D'accord.
Voilà, désolé de ne pas t'apporter une réponse oui ou non. Pas de souci, mais c'était pour avoir ton avis. Je vois aussi que tu parles beaucoup d'alimentation sportive. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors je vais justement faire une nouvelle tournée en France avec une conférence spécialisée sur le sport, sur l'alimentation sportive. Il se trouve que par mon passé, bon, je suis intervenu pas mal dans le sport. Et j'ai attiré toute une partie de mon lectorat qui sont des sportifs qui se posent beaucoup de questions. Moi, j'ai pas forcément la légitimité. J'ai pu coacher dans le passé. J'ai une expérience de la culture physique traditionnelle depuis maintenant plus de 30 ans que je pratique au quotidien. Mais je me sentais pas en fait la légitimité de vraiment dire aux sportifs, voilà, il faut manger ci, il faut manger ça. Et puis en réfléchissant, je me dis que l'alimentation sportive, en fait, ça n'existe pas. Les gens vont le découvrir dans ma conférence. Je vais expliquer pourquoi, je développerai pourquoi. Voilà, c'est une alimentation qu'on dit sportive, mais qui convient à tout le monde. Quand on est sportif, on va manger plus, il faut manger certains aliments avant et après l'effort. Voilà, il y a un petit protocole à faire par rapport à ça. Mais voilà, c'est une demande en fait qui vient de mes lecteurs et de ceux qui me suivent pour avoir plus d'informations sur l'alimentation sportive. Donc je parlerai je vais pas faire l'apologie du végétalisme, je parlerai aussi de la consommation de viande pour certains qui le souhaitent. Mais je vais dire aussi que c'est possible en étant végétal aussi. Voilà. Je suis assez ouvert, tu vois, sur le sujet. Tu ne te mets pas dans des cases. J'évite. D'accord. Tu m'avais raconté la dernière fois qu'il y avait une petite histoire par rapport à ton livre qui était fait en papier recyclé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Je me souviens pas de cette histoire. Effectivement, le livre est fait en papier recyclé. Bon, mon père... ouais. C'était à l'interview qu'on avait fait ensemble. Je t'avais dit que j'avais la sensation que le papier n'était pas normal. On aurait dit du papier recyclé. Tu m'as dit que c'était bien recyclé et tu m'as expliqué qu'il y avait une petite histoire par rapport à ça. Ok. Écoute, je m'en souviens pas. Je me souviens pas. Je sais que j'ai pris, avec Valérie, on a pris beaucoup de temps pour choisir en fait le papier. Mon père était imprimeur, j'ai travaillé également dans l'imprimerie quand j'étais jeune, et puis je suis très respectueux par rapport aux livres, et j'ai lu beaucoup de livres ces dernières années. J'ai trouvé la plupart en fait des livres malheureusement assez difficiles à lire parce que écrit trop petit, tu vois, un papier qui est rugueux. Moi j'avais envie d'avoir mon livre dans les mains et d'avoir plaisir à l'avoir dans les mains. Tu vois, le toucher était vraiment pour moi important. Donc voilà, on a trouvé en fait ce papier qui est en plus dans les normes, je dirais, écologiques. Et donc il faut savoir que voilà, c'est pas les livres aujourd'hui, c'est vrai, sont faits à base de pâte à papier, donc à base d'arbres qu'on coupe, mais c'est que des forêts en fait qui se replantent et qui se régénèrent. Et donc voilà, c'est pas la production de livres et de papier ne va pas endommager l'Amazonie par exemple, tu vois. Ça c'est plutôt les élevages bovins avec tous les champs de soja qu'on est obligé de cultiver pour faire bouffer nos bovins, quoi. Donc voilà, le livre effectivement est en papier recyclé. Je suis désolé d'avoir oublié cette petite histoire. Pas de souci. Mais si tu te rappelles, toi, je t'avais dit l'histoire ou... Oui, en fait, quand j'étais à Lille te voir en conférence, après on a fait une autre interview pour l'article, et je t'ai dit que j'avais la sensation, je l'avais lu au soleil aussi, et j'ai la sensation que c'est pas un papier normal. C'est que tu m'as expliqué. Et c'est un papier vivant. Tu vois, Voilà. Parce que je vois, lorsque j'accueille des lecteurs ou qui me font dédicacer le livre et tout, je vois ceux qui viennent de l'acheter et ceux qui l'ont déjà lu. Souvent, ils sont stabilotés et tout, effectivement. Mais la tranche, si tu veux, elle est jaunie. Et c'est un papier qui est vivant, parce que le papier reste vivant. Et quelquefois, il est traité chimiquement pour qu'il reste blanc. Parce qu'un papier, en fait, jaunit dans le temps. Donc mon livre va jaunir dans le temps, surtout au niveau de la tranche. Mais si on le laisse ouvert également, il va prendre, si tu veux, la lumière du soleil. Et voilà, je trouvais ce petit clin d'œil assez intéressant, d'avoir un livre qui vieillit aussi avec son lecteur. Et le prochain livre sera aussi en papier recyclé? Évidemment. D'accord. Et pour
l'instant, il n'y a pas de version e-book, il n'y a pas de version sur tablette. J'aime pas ça, en fait. J'aime pas ça. Peut-être que je l'éditerai comme ça, mais pas pour l'instant. On croit beaucoup au support papier, à la puissance du livre qu'on a dans les mains. Surtout si c'est recyclé, allez, c'est bon pour la planète aussi, donc et c'est plus agréable à lire, moi je trouve. Ben, moi j'aime beaucoup le toucher, et c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance à ça. Valérie aussi, c'est elle qui était responsable de tout l'aspect artistique et graphique du livre. Donc tu vois, avoir des marges assez importantes, parce que quand tu poses ton doigt dessus, il n'y a rien de plus désagréable que si tu poses ton doigt sur du texte, tu vois. Donc c'est ce côté voilà, agréable au niveau de la lecture, et on a beaucoup travaillé là-dessus, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le choix de la couverture, en fait? La photo de la couverture. Okay. Alors la photo de la couverture, c'est que on voulait que ce soit, on voulait qu'il y ait un aspect brut, sauvage, pas trafiqué, voilà, au niveau de retoucher. Et je voulais, on en avait parlé avec Valérie, je voulais que la personne qui ait le livre dans les mains ait l'impression de m'avoir en face de lui. Donc c'est mon visage de taille réelle, en fait, la couverture du livre. Et c'est que, en fait, ça symbolise le face-à-face avec le lecteur. Voilà. Ensuite, voilà, j'avais une certaine image en tête, donc c'est Valérie qui a fait la photo, qui était en fait une photo test qu'on a fait vraiment sous le porche de notre cabane au Canada, avec la lumière naturelle et tout, vraiment, et son appareil photo, je shoot plutôt les insectes, tout ça. Donc là, elle a shooté une grosse bête à poil. Et donc, c'est une photo test pour éventuellement trouver après un photographe, pour faire vraiment la photo et tout. Et puis, lorsque je l'ai, retouché sur mon ordinateur, j'ai juste accentué, en fait, les ombres et la clarté. Et donc, il est sorti cette image-là. Et puis là, on s'est dit, c'est ça. Voilà. Le fait de mettre hit au milieu de la bouche, c'est symbolique aussi, parce que c'est hit, ça peut être un bandeau, en fait, qui m'empêche de parler. Et ça peut être aussi hit, mange l'information en fait qu'il y a dans le livre. Voilà, mange ce que tu es en train de lire. Et puis c'était aussi le lien, parce que tu sais que la musique tient beaucoup d'importance dans ce que je fais, avec un hit musical, le hit H-I-T, tu vois. Donc voilà, en fait c'est venu vraiment naturellement, Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire aussi. On a vraiment été avec Valérie très très inspirés par notre vie dans les bois au Québec. D'accord. Attends, je réfléchis. Oui, donc tu m'avais dit que tu venais de l'industrie musicale. Comment t'es venue l'idée de l'heavy metal food? Alors, je viens de l'industrie musicale. En fait, j'ai fait beaucoup de métiers. Je suis musicien depuis l'âge de mes 14 ans. C'est une passion qui m'a jamais quitté. J'ai joué dans plusieurs bandes. Ensuite, lorsque je suis parti aux États-Unis, c'était pour jouer de la musique. Ensuite, j'étais producteur de certains groupes. Et j'écris généralement tout ce qui est les bandes originales de nos reportages et tout. En fait, je composais encore. Voilà. Donc la musique faisait vraiment partie de ma vie. Et lorsqu'on est parti avec Valérie s'installer au Canada, c'était vraiment pour changer de vie, pour avoir une rupture totale avec ce qui nous était arrivé là, en 2007. Donc un gros échec professionnel, une grosse claque, on a tout perdu du jour au lendemain. On est parti en fait se ressourcer là-bas, et puis on s'est dit voilà, bon, on arrive à vivre avec nos petites économies pendant à peu près 2-3 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire voilà, plus tard? On ne voulait plus refaire le même métier, on était plutôt dans la communication et l'événementiel. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on aime faire? Et Valérie donc était passionnée par les animaux, moi j'étais passionné par la musique et puis l'alimentation. Et on s'est dit, bon, on va commencer donc à faire des enquêtes là-dedans. Et puis, naturellement, j'ai fait des entrevues pour une chaîne donc, qui s'appelle Radio Metal en France, avec ce concept de heavy metal food. En fait, on avait toujours des contacts avec les musiciens. Et puis, on est allé la première année dans un festival en France qui est devenu aujourd'hui énorme, un des plus gros festivals européens qui s'appelle le Hellfest. Oui. On y retourne d'ailleurs cette année, c'est le 17, 18, 19 juin, en Bretagne. Et là, on a vu voilà, beaucoup de groupes, et puis j'ai pris contact avec eux, on leur faisait des interviews où je posais des questions sur leur alimentation. Voilà, je voulais savoir ce que la rockstar que j'avais en face de moi, ce qu'elle mangeait lorsqu'elle était en déplacement, est-ce qu'elle prenait en considération l'alimentation. Comme souvent, c'était des gens un petit peu de mon âge.
45 ans, voire 60 ans, des gens plus ou moins abîmés, comme Ozzy Osbourne par exemple de Black Sabbath, qui ont fait les pires des choses dans leur vie et qui prennent conscience que l'alimentation est très importante s'ils veulent durer. Et ils m'ont dit des propos qui étaient vraiment très intéressants. Et donc je me suis servi en fait de toutes ces entrevues que j'ai fait sur Heavy Metal Food. J'ai pris des phrases, des petites séquences dans chacune des entrevues, et ça sert de fil conducteur à mon livre. Voilà. Oui, Une des petites séquences, par exemple, qui est magique, c'est celle avec Steve Hogarth, qui est le chanteur du groupe Marillion, et qui me disait, lorsque je lui faisais goûter mon pain d'épices, en lui disant que j'avais grandi un petit peu avec sa musique, donc j'avais beaucoup de respect pour ce qu'il faisait, et il me dit, tu me le rends bien, parce que faire de la cuisine pour quelqu'un, c'est lui dire je t'aime. C'est beau. Et donc c'est beau, c'est vrai en plus. Et donc tu vois, c'est une petite phrase que j'ai sortie de ces entrevues, voilà. Et les entrevues Heavy Metal Food donc vont entre guillemets renaître, parce que là on a eu nos accréditations pour le Hellfest cette année, donc je pense qu'on va en refaire encore une nouvelle saison. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 saisons dans le passé. Donc ça date de 2011, 2012, 2013, tu vois. Ok, petite pause musicale. C'est parti. Allez, à tout de suite. De retour dans notre émission avec Gilles Lartigot. On a parlé des Perturbateurs endocriniens. on a parlé des filtres, on a parlé, ici on était au Hellfest. Voilà. Juste rajouter, comme il reste 1 heure d'émission, si les auditeurs souhaitent contacter l'émission pour poser une question à Gilles. Il n'y a pas de problème, donc Voilà. depuis l'international, le 0032 69 730 332, je vais le répéter, 0032 69 730 332, ou depuis la Belgique directement, 069 730 332, c'est un numéro non surtaxé, donc vous pouvez y aller. On va remettre le micro pour Yasmine qui vient de revenir, là, entre deux Désolée. petites occupations obligatoires. Voilà, urgence. Voilà, allez-y. Voilà. Donc tu nous parlais avant que ce soit la coupure du Hellfest. Donc, Oui, donc tu peux nous expliquer je vais retourner là-bas, donc c'est en Loire-Atlantique exactement, c'est à Clisson, c'est une petite ville hein, Ouais. près de Nantes. Et C'est énorme, hein. Oui, c'est devenu un festival vraiment très 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 gros. Cette année, il y a Rammstein, un groupe que j'aime particulièrement bien, qui est un groupe allemand, avec beaucoup de feu sur scène, voilà, une musique assez percutante. Il y a Black Sabbath aussi, qu'on va voir pour la dernière fois, parce que bon, ils sont quand même assez endommagés. Et donc je vais commencer à refaire des entrevues pour Heavy Metal Food, et c'est des entrevues qui sûrement atterriront aussi dans mon prochain ouvrage, je pense. C'était ma question. Ouais, je suis très inspiré en fait par la musique, mais c'est juste un lien pour moi, hein. C'est pas de faire l'original si tu veux, c'est que voilà, je suis inspiré par la musique, j'écoute pas que du métal, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis très éclectique. J'ai la chance d'avoir connu dans ma vie des gens qui m'ont instruit au niveau de la musique, c'est-à-dire j'ai une culture musicale qui est, sans fausse modestie, assez développée, parce que j'ai rencontré, je dirais, sur ma route, sur mon chemin de vie, des gens passionnés, des gens qui m'ont justement transmis leur amour de la musique, qui m'ont fait connaître des groupes, des musiciens, des styles musicaux. Il y a une entrevue d'ailleurs avec Heavy Metal Food, avec Shuriken du groupe IAM, où il me parle justement de la différence entre le rap et le métal. Il n'y a pas forcément autant de différence que ça, parce que c'est une musique de passionnés. Voilà, je regrette aujourd'hui que les jeunes ne soient plus passionnés par la musique, parce que on est à l'ère du zapping, donc on prend pas le temps. D'ailleurs, les artistes aujourd'hui ne font plus de vrais albums, hein, c'est que le choc de l'image, c'est des singles, c'est du matraquage, si tu veux, publicitaire au niveau des ondes, tout ça. Il n'y a plus la découverte qu'on avait nous à notre époque, où il y avait encore le vinyle, où il y avait des cassettes, où on prenait le temps d'écouter des masterpieces, quoi, des albums cultes. Et toute cette musique, je dirais, des années 70, 80, m'inspire beaucoup. Et je suis très heureux de voir au Hellfest, tu vois, quasiment 3 générations de métalleux.
Et des tout jeunes, en fait, qui écoutent des groupes qui ont 30 ou 40 ans d'existence, comme Kiss ou d'autres. Et je trouve ça assez fantastique, quoi. C'est voilà, une musique que j'apprécie particulièrement. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'au niveau musical, on a eu de la chance avec Patrick cette année, surtout début de automne, c'est ça, Patrick? D'aller voir de super bons groupes. Hein. J'ai été très étonnée par la créativité, la recherche, aussi bien musicale qu'au niveau des paroles, même l'osmose qu'il y a dans les groupes. J'ai été très surprise parce que j'avais la même idée que toi hein, au départ. Dire oui, voilà, c'est l'époque du zapping, les jeunes commerciales. Là, on a été très, très étonnés. Hein. Surtout, moi, je parle du Nord. Hein. C'était beaucoup de gens du Nord de la France et j'ai été très impressionnée justement par cette créativité. Mais de quoi tu me parles? De musique, là, justement. D'accord. Parce que tu parlais de musique, là. Oui, et quel style de musique? C'était pas un casting, c'était quoi, Patrick? Non, quel style? Ah, mais il y avait un peu de tout, hein. Ouais, il y avait du métal, il y avait du rock, enfin ça tourne toujours autour de ça. Voilà, il y avait un peu de tous les styles. Hein. Franchement, j'ai été très très surprise. Ouais. Hein, moi, à titre personnel, il n'y a aucun groupe aujourd'hui qui me fait vibrer. Hein. Il y a des anciens comme U2, il y a Muse par exemple, qui est le groupe contemporain qui me fait le plus vibrer. Le reste, je suis vraiment très très perméable à tout ce qui est musique, Lady Gaga, Rihanna, tout ça. Je trouve ça pauvre. En fait, tu sais, on a vécu les années 60, 50, 60, c'était une nouvelle musique, en fait. Le rock, hein, le jazz aussi, qui a pris sa place. Le blues, hein, qui est vraiment les racines aujourd'hui, qui sont encore présentes. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, je trouve ça assez plat, si tu veux. Après, je pense que c'est une question de génération. C'est plus ma génération aujourd'hui, tu vois. Je trouve qu'il y a des groupes majeurs qui sont encore quelquefois en activité et je pense qu'après ces groupes majeurs on va connaître un grand vide. Un grand vide, voilà. Il n'y a plus des groupes quand les Stones vont partir. Là on a vu Johnny Hallyday il n'y a pas longtemps avec Valérie qui nous a beaucoup ému. Voilà, je pense qu'il va mourir sur scène. Voilà, donc j'apprécie pas forcément la chanson française. Pour moi, j'ai un maître étalon, c'est Johnny Hallyday, tant au niveau de la qualité des auteurs qui ont écrit pour lui, puis il a une voix, une présence, un truc. C'est un charisme. Voilà, je suis un peu pessimiste par rapport à ça. Alors, j'ai peut-être un peu de parti pris, sûrement, mais les jeunes artistes n'arrivent pas à la cheville de ces artistes-là qui ont. Mais c'est le contexte aussi qui veut ça. Tu vois, j'en veux pas. C'est des jeunes artistes aujourd'hui, il faut que ça explose de suite, tu vois. Ils sont obligés de passer par des émissions de télé-réalité, ou alors il faut tourner, mais on n'a plus l'attention comme on pouvait avoir avant, parce qu'on avait beaucoup moins de médias avant, beaucoup moins de distractions, tu vois. Quand on allait voir un groupe et tout, c'était un événement. Aujourd'hui, il y en a pléthore, tu vois. La télévision en fait beaucoup de mal pour le spectacle vivant. La surconsommation, c'est bien. Tout ça, voilà, c'est la société en fait qui est en train de se transformer. Et voilà, moi j'essaye, sans paraître rétrograde, de parler de ces valeurs vraiment des années 60-70 que je redécouvre aujourd'hui. Tu vois, je peux parler des vieux films avec Jean Gabin, les Lino Ventura, tu vois, ça c'est vrai. Des fois, j'emploie le mot viril, tu vois, pour mes jus, tout ça. Les gens s'offusquent un petit peu. Je suis pas du tout macho, tu vois, mais je pense que il y avait une certaine classe. Tu vois, la classe à la française. Et je discutais avec un ami qui vit aujourd'hui en Corée du Sud là, et qui me disait les Coréens ne regardent plus aujourd'hui le français comme le top au niveau de la mode, tu vois, du savoir-vivre, de l'élégance, tu vois. Tout à fait. C'est dommage. Oh, oui, vas-y. Oui, j'avais deux questions par rapport à Heavy Metal Food. Je voulais savoir comment tu contactais les groupes que tu interviewais et si c'était que du métal. Alors non, c'est pas que du métal. J'ai interviewé Daran, par exemple, qui est un artiste français que j'adore. J'ai un album culte qui s'appelle Le Petit Peuple du Bitume. C'est un album majeur de Daran. Donc j'ai eu la chance de le voir à Montréal. Et donc j'ai interviewé Shuriken, qui ne fait pas partie de la sphère métal. J'ai interviewé Marion, qui fait du rock progressif. Tu vois, non, je l'ouvre. C'est vrai qu'au Hellfest, il va y avoir plutôt des groupes orientés métal, bien sûr. Donc en fait, j'interviewe toujours des gens que j'aime.
Moi, en fait, tu verras jamais dans mes écrits ou dans mes posts et tout, je vais pas critiquer quelqu'un quand je l'aime pas ou je m'amuse avec des gens comme Jean-Michel Cohen, parce que bon, il le cherche quand même, tu vois. Mais je dis pas de méchanceté sur les autres. Je préfère interviewer des gens que j'aime. Voilà. Donc je fais une liste à Valérie, qui a un peu moins la culture métal que moi. Et c'est Valérie qui est en charge, je dirais, de contacter les labels ou les managers ou les agents pour leur faire une demande en fait d'entrevue. Donc voilà, des fois on a des refus, des fois ils acceptent et puis on fait avec. Et depuis le livre, est-ce qu'il y a peut-être plus d'acceptation? Non. Je sais pas, je te dirai ça après le Hellfest. Parce qu'en plus, le livre, il est sorti, il a été traduit en anglais, tu vois. Donc je pense pouvoir leur envoyer aussi un livre. Donc là aussi, c'est des interviews qui sortent du lot, tu vois. Donc voilà, si ça attise la curiosité de ces artistes-là, j'en suis le plus heureux. C'est les gens qui acceptent, sont motivés, ont des choses à dire. Tu vois, ça m'intéresse pas de faire de l'entrevue d'une personne connue s'il n'y a pas de réel enthousiasme ou d'échange. Non, moi je voulais savoir un petit peu ce que tu comptais faire par la suite, à part ce que vous venez de dire, parce que j'ai pas été pendant toute l'émission ici. Malheureusement, j'avais une petite urgence. Okay. Voilà, tes projets futurs après le EAT. Alors, après Hits, donc le livre, je vais sortir quelque chose, je peux pas dire quoi aujourd'hui, c'est un peu tôt, mais ça va sortir début mai. Voilà, je pense que ça sera une belle surprise, il y a beaucoup de gens qui attendent de ça. Donc j'annoncerai la sortie, je pense, d'ici, je dirais, un mois. Oui, je suis assez, c'est pas pour faire si tu veux, c'est pas pour créer un suspense quelconque, c'est qu'on est assez superstitieux avec Valérie, et qu'on préfère garder cette surprise le maximum. Personne n'attendait ce que je sorte un livre il y a 2 ans. Donc il est arrivé comme ça, il était fait, tu vois, j'ai pas dit 6 mois à l'avance, attention, il y a quelque chose qui va sortir, parce que les gens après se font des films et tout. Donc voilà. Donc il y a quelque chose de majeur qui va sortir début mai. Donc ça sera entre guillemets mon deuxième opus. Suivra une tournée que j'ai intitulée le Hit Sport Tour. Donc sur l'alimentation sportive. Donc je vais aller visiter plusieurs villes de France. Je vais essayer de venir en Belgique également, parce que j'ai pas mal de lecteurs là-bas. Et puis donc je pense sortir encore quelque chose d'ici la fin de l'année. Voilà, un 3e opus. Donc des beaux projets. Des conférences aussi, pas mal. Ben là c'est le Hit Sport Tour, je pense qu'on va faire je pense une dizaine ou une quinzaine de dates. Voilà. Après, je dirais le deuxième livre sortira, je pense, avant la fin de l'année, et là on fera un nouveau show conférence. Voilà. J'ai déjà des pistes, je sais ce que l'univers dans lequel je vais évoluer, donc ça sera toujours en prise, bien sûr, avec l'alimentation, cette problématique-là. Mais le message sera encore plus sociétal, parce que je pense qu'on vit aujourd'hui une grande période de changement. Il y a des élections majeures qui arrivent l'année prochaine, et donc j'ai des choses à dire en fait. Voilà. Par rapport justement, quand tu dis j'ai des choses à dire, spécialement par rapport à ce changement, tout ce qui se fait au niveau de la société. Oui. On peut dire qui te plaise ou qui te plaise pas. Je vais plutôt parler de ce qui me plaît pas là, parce que voilà, parce que ce qui plaît, enfin nous on est très heureux avec Valérie. Voilà, on a aujourd'hui énormément de lecteurs et des gens qui nous soutiennent, et le livre est encore un succès. Vraiment, on n'a pas du tout à se plaindre. Mais justement, ce confort qu'on a aujourd'hui, grâce à nos lecteurs, nous donne une responsabilité. On a la grande chance encore de faire des enquêtes, de rencontrer des gens extraordinaires, de récupérer de l'information quand même essentielle. Et je me dois aujourd'hui de digérer cette information pour la redistribuer. En fait, je suis juste un messager, quoi. Et voilà, donc on va la distribuer sous plusieurs supports, mais j'aime beaucoup la scène. Ça me rappelle mon passé de musicien, et donc je suis très friand de ce type de prestations en show-conférence. C'est assez original dans le domaine de la santé. Tout à fait. Voilà, et on va essayer d'aller un petit peu plus de ce côté pas trop théâtral, hein, parce que ça reste naturel. Non, ça reste de la musique avec des messages, voilà, des messages. Mais quand tu peux le sentir, si tu as modifié ton alimentation, c'est que tu t'ouvres à d'autres problématiques. Tu te rends compte que c'est vraiment une problématique centrale qui t'ouvre aux autres
problématiques qu'on rencontre. Au niveau sociétal, au niveau politique, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire aujourd'hui. Tout à fait, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Moi, je sais qu'on est entouré, hein, Julie, autour de nous, de pas mal de gens qui sont vraiment... Il y a des prises de conscience énormes, où des gens, justement, se réunissent, justement, pour être vraiment la main dans la main, tous le même objectif, pour, justement, éveiller les consciences, voilà, échanger toutes ces habitudes, quoi, ces habitudes, ces conditionnements, cette façon de faire, quoi. C'est bien pour ça que je disais, vraiment, on change un petit peu de je dirais, cette troisième dimension, quoi, ce côté basé sur le matériel, le pouvoir, la consommation, la malbouffe, la pollution, voilà. Et on le voit aussi sur Facebook, hein, ça tourne pas mal hein, sur ces images, hein, la maltraitance animale. Oui. C'est bien, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, pour moi ça reste du virtuel. C'est pour ça que tu vois l'avantage de me rendre comme ça auprès de mon public, de faire ces shows conférences, c'est que j'ai visité toutes les régions de France, je suis allé en Belgique plusieurs fois, je suis allé en Suisse et aussi au Luxembourg. Et donc c'est qu'on est en phase avec les gens et on sait qu'au niveau local, il y a des actions à faire. Moi, je suis un homme d'action, tu vois, voilà, je suis pas un signeur de pétition. Voilà, tu vois, par exemple, ça n'a jamais servi à rien, hormis peut-être de faire passer un message, voilà, mais les pétitions n'ont jamais changé quoi que ce soit. Je décourage pas les gens de les signer, tu vois, mais je suis plus, moi, un homme d'action, c'est-à-dire à faire des choses de façon concrète, aider des jeunes à monter, tu vois, des restaurants, à monter des food trucks. Donc voilà, aider quelqu'un qui veut démarrer une nouvelle activité, qui veut changer de vie. Donc c'est faire des choses au niveau du quotidien, tu vois. Et la chance qu'on a avec l'alimentation, c'est qu'on a la liberté de choisir ce qu'on va manger. Pour revenir au début de notre émission, on ne nous oblige pas à manger ça. Hein. Moi, j'en veux pas forcément aux industriels. Bon, ils pourraient faire mieux, mais ça coûterait plus cher. Donc voilà, nous on cherche de la nourriture à bas prix. Donc, tu nourris comme tu nourris des cochons, tu vois, je te dis. Si tu es pas en demande, voilà, il faut pas te plaindre, quoi. Après, si tu es malade ou si tu as des problèmes liés à ça. C'est une problématique qui est compliquée, mais on peut faire sa petite révolution tous les jours, tu vois, en boycottant certaines choses, en allant au marché plutôt qu'au supermarché. Voilà, tout ça, c'est du concret, c'est du tangible, tu vois. Moi, je suis là-dedans. Mais il y a aussi beaucoup de gens maintenant qui changent complètement de mode de vie, hein, qui étaient banquiers, financiers, qui avaient une super situation, le jour au lendemain ils virent tout et voilà, se retrouvent peut-être au fin fond d'un pays, vivre avec des autochtones, c'est ça. Vraiment une vie simple, où du jour au lendemain il y en a qui deviennent fermiers, voilà, qui comme s'il y avait une aspiration à leur vraie nature, quoi, à ce qui sont au fond d'eux-mêmes, quoi. Pas être dans les conditionnements qui ont fait qu'ils sont devenus banquiers ou financiers. Oui, c'est marrant, tu me parles de banquier, je pense à quelqu'un qui était banquier, qui a démissionné parce qu'il n'était plus en accord avec ce qu'il faisait, et aujourd'hui c'est la personne qui a créé le TEDx. Vous connaissez les conférences TED? Oui. Non, je ne connais pas. Okay. Donc c'est des conférences qui sont mondiales, hein. Voilà, il y a une certaine histoire, c'est des conférences sous un format très court, généralement 10-15 minutes, où on aborde un sujet, on va au cœur. C'est très bien filmé, c'est traduit en quasiment 30 langues, et donc il y en a un petit peu dans tous les pays, et je vais faire celui de Cannes en fin avril. Donc un TEDx sur l'alimentation, donc je vais intervenir, et c'est cette personne-là, qui s'appelle Norbert Barré, était un banquier, et aujourd'hui, en fait, il a démissionné de la banque, et il a lancé donc les TEDx, qui sont quand même des messages et qui ont une grande valeur au niveau du savoir. C'est très humaniste, hein, dans le fond, enfin, dans le bon terme aussi de l'humanisme. Donc c'est un changement de vie. On n'a pas besoin. Le changement de vie, c'est pas juste partir à la campagne faire le paysan, tu vois. Ça ne correspond pas à certaines personnes. Non, moi, mais j'encourage les gens à rester. D'articles justement, ou de personnes qui quittaient tout pour. Voilà, c'est qu'ils laissent leurs anciennes croyances, à savoir qu'on a tous été conditionnés, hein, ancrés dans des choses, voilà, qui ne sont pas, moi je dirais, qui sont pas réelles, ou comment dire, influencés, ou comment dire, même si on a le choix, hein, quand on était enfant, on n'avait pas le choix, hein. Nos parents nous conditionnaient, on suivait, voilà, après on arrive à un certain âge, on a prise de conscience, on est responsable de sa vie, et effectivement on décide de changer de vie, d'être en accord avec soi-même ou pas.
Exactement, mais on n'a pas besoin de partir à la campagne, de tout lâcher. On peut rester encore dans la vie réelle, entre guillemets, dans les grandes villes aussi. Il y a toutes sortes de changements, il y a des multiples facettes, donc il n'y a pas... c'est vrai, très souvent, les gens prennent un exemple, les gens qui vont partir et puis vivre, tu vois, en autoproduction, etc., le potager, la campagne, etc. Pour moi, c'est quand même un gros effet de mode hein, aujourd'hui. On préfère parler de ces gens-là. Mais il y a des gens dans le quotidien qui changent aussi de métier. Il y a des jeunes qui prennent un chemin différent de celui que voulaient leurs parents, tu vois. Il y a toutes sortes de formes de changements. Ça, c'est vraiment passionnant. Non, après, comme tu dis, justement, pas besoin de la campagne. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui sont pas, justement, et qui vivent en ville et qui ont beaucoup de... Moi, je te prends mon exemple de moi-même. Hein. Moi, je sais qu'en ville, une grande ville, je supporte pas. Voilà, j'ai commencé à faire ma première dépression. J'étais dans une grande ville sur Nice. J'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien, je stressais, voilà, de voir le stress, le monde, je suis pas agoraphobe, c'est ça, je suis pas agoraphobe. Non, pas du tout. C'est comme si j'avais des millions je sais pas comment t'expliquer, de piles, enfin, de trucs électriques dans la tête, tu vois, la sensation d'étouffement, parce que, voilà. Et moi, j'ai besoin de la nature. Quand je suis dans une grande ville, faire quelques courses, y aller comme ça va. Mais y vivre au quotidien, je peux pas. Ouais. Bah, j'ai besoin de la nature. C'est pas parce que c'est un phénomène de mode, je vais à la nature. Non, c'est un besoin. Non, mais je te parle pas, c'est pas toi Non, c'est je pas parle toi le de phénomène de cette mode. Le personne. phénomène de mode, c'est les médias aujourd'hui qui vont parler de ce changement radical et qui vont faire passer les gens un peu pour des hurluberlus, tu vois. J'ai vu récemment, puis voilà, il y a beaucoup d'émissions, mais qui passent dans le filtre idéologique. Il y a Cache Investigation qui fait de belles choses, c'est vrai. Mais ça passe néanmoins dans un filtre idéologique. Tout ce qu'on regarde aujourd'hui à la télévision a été validé, a été trié, a été sélectionné. Donc moi je suis très très prudent hein, par rapport à tout ce qui se passe dans les médias mainstream. Le reste c'est différent, tu vois. Le reste c'est les médias libres, des radios libres comme les vôtres. Des blogs, des auteurs indépendants comme moi. Moi, je me nourris plus de ça. Tu vois, je regarde encore les médias mainstream pour être en phase, pour savoir ce que la majorité des gens absorbent, pour connaître un petit peu ce qu'on veut leur faire comprendre. Mais moi, comme toi, avec ma femme, on n'arrive pas à vivre en ville. Pourtant, on est resté plusieurs mois à New York. On a vécu un an et demi aussi à Montréal. Moi, je me nourris aussi quelquefois de l'énergie des villes. Je vais quelquefois sur Paris. Alors, c'est sûr, je n'y vivrai pas, mais j'essaye de voir après juste le bon côté et puis de. Exactement, je suis d'accord. Voilà, tu vois. Après, il y a certaines personnes qui sont vraiment les vrais citadins. J'en connais. Ouais. Tu les feras pas vivre à la campagne, quoi. Tu vois. Ouais, mais voilà, donc il y a de tout. Tu vois, ils sont heureux comme ça. Mais écoute, voilà. T'as une question, Julie? Oui, ben, je voulais savoir comment tu avais rencontré et compilé toutes les interviews qu'on trouve dans ton livre. Au gré du temps, lorsqu'on a commencé la première entrevue qu'on a fait pour le livre, je me souviens plus, hormis les entrevues Heavy Metal Food, je pense que c'est le professeur Pierre-Marie Martin qu'on a rencontré vraiment tout à fait par hasard. Lorsqu'on revenait régulièrement en France, parce que j'ai ma mère qui habite toujours ici, et ma femme allait voir son gynécologue, je crois, qui était en France, et sa gynécologue lui a parlé d'une conférence qui avait lieu le lendemain de ce grand professeur, parce que Valérie, elle avait demandé à Valérie ce qu'on faisait, et on lui avait dit, voilà, on est en train d'écrire un livre sur l'alimentation, et la toxicité de l'environnement et tout. Elle a dit, écoutez, il y a un spécialiste qui va intervenir demain, ça va vous intéresser. Et effectivement, lorsque j'ai découvert le professeur Pierre-Marie Martin, qui intervenait au sein de l'hôpital, j'ai pas tout compris de ce qu'il a exposé, parce qu'il n'y avait que des spécialistes. Mais j'ai compris quand même le principal, et ensuite je suis allé le voir, et je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à superviser un petit peu, je dirais, mon livre, à faire le lien avec toutes les chroniques que j'allais écrire. Et il a accepté, donc je l'ai revu plusieurs fois. Ça a été le premier. Et ensuite, tous les autres, si tu veux, sont venus vraiment par hasard. Pour l'apiculteur, par exemple, Anicet Desrochers, qui est un apiculteur que j'ai rencontré au Québec, qui est assez extraordinaire. Et je l'ai vu, parce que j'ai vu un documentaire, ce qui s'appelle La Reine Malade, sur la disparition des abeilles. Et dans ce documentaire, le réalisateur l'a interviewé, et je trouvais ce gars génial. Je dis, je veux le rencontrer. Ça s'est fait comme ça.
Un de mes fans sur Heavy Metal Food m'avait dit, il s'appelait Thomas, il m'a dit, écoute, j'ai mon oncle qui a écrit un livre sur l'abattage, sur les abattoirs, parce qu'il a enquêté pendant 15 ans dans les abattoirs, c'est mon oncle, il s'appelle Jean-Luc Dom, est-ce que tu veux le rencontrer? Oui, je veux le rencontrer. Donc on est reparti en France, on est allé à Strasbourg, et on a fait une entrevue de Jean-Luc, qui est un des témoignages les plus forts qu'il y a dans mon livre, puisqu'il parle vraiment de la condition animale. Donc tu vois tout ça, l'herboriste, c'était l'herboriste qu'on avait rencontré dans notre petit village, au fin fond du Québec. Et puis Devin Townsend, ça a été une rencontre extraordinaire dans le milieu de la musique, où il nous parle de son végétarisme, une entrevue très, très spirituelle. Donc voilà, toutes ces rencontres se sont faites vraiment par le hasard. Je ne crois pas du tout au hasard, je crois au signe. Donc voilà, on a été guidés pour tout ça. Et la chronique super-héros, pourquoi l'avoir mis dans le livre? La chronique super-héros, parce que ça fait partie aussi de ma culture, de mon adolescence. J'étais fan en fait des super-héros. J'étais loin d'être le seul. Hein. J'étais jeune adolescent, c'était des comics, donc c'était des corps très musclés, c'était de belles histoires. Parce que l'histoire des super-héros, malheureusement c'est la culture américaine, donc je suis pas forcément pro-américain. Mais tout ce qui est Marvel et puis DC Comics, avec les Spider-Man, Daredevil, Superman, etc. Ça a nourri en fait mon adolescence. Et puis j'avais un complexe quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de 17 ans, je faisais beaucoup de foot. J'étais très très maigre. Je pesais 73 kilos, comme mon père, pour 1m88. Et je faisais vraiment un complexe sur ma maigreur. Et lorsque donc, je suis parti aux États-Unis, c'est là où j'ai découvert Arnold Schwarzenegger, et j'ai eu la chance de m'entraîner avec ces grands champions à l'époque. J'ai découvert des super-héros en vrai, au niveau visuel. Quoi, tu vois, voilà. Donc ça fait partie aussi de l'homme que je suis aujourd'hui, parce que la culture physique, je me suis intéressé à la nutrition, etc. Donc tout part de là. Donc j'ai voulu rendre aussi hommage aux super-héros. Et puis... on est tous des super-héros. On a la force du mental, la force du cœur aussi, mais on a une vraie force en nous. Et voilà, donc toute la mythologie autour de ces super-héros m'intéresse beaucoup. Voilà. Le pouvoir de l'esprit sur la matière, c'est ça? En quelque sorte. Allez, on va se faire notre dernière petite pause. On peut recommencer, oui, il est l'heure. Dernier tour pour notre émission avec Gilles Lartigot. Où en étions-nous, mesdames? Au super-héros. Donc, Ah oui. en fait, Gilles, c'est pas pour rien que je t'ai parlé des super-héros. Okay. Parce que les personnes qui te suivent s'appellent les Hitmen, d'où X-Men. Oui. Voilà, et c'était pour... C'est un terme qui me plaisait. Voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir ce lien avec les X-Men, les Hitmen, X-Men. Voilà, c'était... il faut voir ça juste comme un... Hitmen ou c'est les personnes qui t'ont lu qui ont sorti ce nom-là? Non, c'est moi en fait qui l'ai... En fait, le Hitman, c'est moi. Voilà. D'accord. Donc je suis le Hitman. Après, il y a eu donc des personnes qui ont aimé en fait ce nom-là. Et j'appelais affectueusement mes lecteurs les Hitmen. Donc il y a des femmes également, parce que dans les X-Men, il y a des femmes dans le team, dans l'équipe. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Et puis ça a été repris par pas mal de personnes qui se sont appropriées ce nom-là. Et je trouvais ça, voilà, je l'ai pris comme un gage de remerciement. Voilà, ça a été lancé un petit peu par hasard, fortuitement, et puis c'est resté. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu aurais un message spécifique à ces gens-là? Non, à part leur dire que je les aime et que je suis très fier d'avoir leur soutien et qui me nourrissent. Ils me nourrissent au quotidien. Je reçois beaucoup de messages. Hein. C'est moi qui gère mes pages sur Facebook, qui gère mon site. Donc je passe bien 2-3 heures par jour à répondre aux gens, à en discuter avec eux. Quelquefois je fais des Skype aussi avec eux. Quelquefois je les rencontre aussi physiquement, comme aujourd'hui par exemple.
Et voilà, je développe des vraies relations avec eux. Et pour moi, c'est très important. On n'a pas d'enfants avec Valérie. C'est une façon de transmettre aussi. Et quand voilà, je discute avec un jeune qui s'appelle Jonathan Henry, que j'ai vu, qui est jeune acteur, qui tournait un film sur Marseille, que j'ai vu il y a 2 jours. Et voilà, il m'a dit beaucoup de belles choses et je suis fier de l'accompagner, de lui donner certains conseils comme un père pourrait faire, puisqu'il a 28 ans. Et voilà, c'est un vrai sauvage, quoi. En plus, c'est vraiment un beau garçon, cheveux longs, un petit peu barbu et très très conscientisé. Et puis il est comme lui, il y en a, je dirais pas beaucoup, mais ça fait pas partie du tout de la majorité des jeunes. Mais il y a des jeunes aujourd'hui qui sont vraiment aussi conscientisés que moi à mon âge et que vous à votre âge. Voilà. Cela te conforte alors, dans le chemin que tu as pris? Oui, tout à fait. Tout à fait. Julie, Oui. tu avais une autre question, je crois. J'avais 2 questions, donc je voulais savoir comment tu avais choisi les photos qui se trouvent dans le livre. Donc toutes les photos viennent c'est Valérie en fait qui m'a suivi, qui a fait des photos, qui fait des photos vraiment extraordinaires. Elle a le don, Valérie, de capter l'émotion. Et le reste des photos des abattoirs m'ont été confiées par Jean-Luc Dob, donc il m'a ouvert ses dossiers, puisqu'il était enquêteur au niveau officiel, hein, il allait dans les abattoirs de façon officielle, hein, pour voir si la réglementation était respectée. Et puis c'est toutes ces photos-là, j'ai vraiment sélectionné, on a pris beaucoup de temps pour sélectionner toutes les photos avec Valérie, particulièrement celles qui ont été prises dans les abattoirs, parce que le fait que le livre soit noir et blanc, ça atténue un petit peu, je dirais, cet effet, tu vois, sanguignolant, etc. C'est pas du tout les plus chocs, les plus horribles qu'on a montrés, même en conférence, je fais très très attention, tu m'as vu, Julie, de pas voilà, jouer là-dessus, c'est trop facile sinon, tu vois. Donc je diffuse un vieux film, tu as vu, au milieu, donc c'est le sang des bêtes, un film des années 50, dans les abattoirs à la Villette. Donc j'aime ce côté un peu suranné, tu vois. Donc les photos ont été sélectionnées essentiellement par Valérie et moi. Et on a pris, en fait, toutes les photos, on n'a pas fait de photos spécifiques pour le livre. Pendant ces 3 années, je dirais, Valérie a pris énormément de photos, j'en ai fait quelques-unes aussi. Et puis ensuite, les photos sont apparues naturellement lorsqu'on a commencé à sélectionner nos chroniques, à les mettre dans l'ordre. On a travaillé vraiment à l'ancienne, tu vois, on était dans notre cabane au Canada avec une grande pièce qui avant servait de glacière, une grande table avec toutes les petites pages, photocopiées en petit, tu vois, et pour chercher l'ordre, d'assembler, tu vois, parce qu'il y a quand même 320 pages, ça se fait pas. Donc on l'a pas fait sur ce choix, on l'a pas fait sur ordinateur, tu vois, on a fait vraiment un travail à l'ancienne, quoi. D'ailleurs un jour le chat s'est jeté en fait sur la table, il a tout foutu en l'air, quoi. Mais c'était un signe, c'était qu'en fait il fallait pas, que c'était pas le bon montage, c'était pas le bon ordre, il a fallu qu'on refasse tout, tu vois. Donc voilà, on a pris beaucoup d'attention pour choisir toutes ces photos-là. Moi, je voulais te poser une question. Tu as eu beaucoup de choses, de belles choses dans ta vie, de belles relations, des choses positives, de très bons retours. Mais as-tu eu aussi des retours négatifs? Par rapport au travail aujourd'hui? Oui, ce que tu dénonces, ce que tu apportes comme message par rapport à, ça peut être au niveau politique, au niveau social, des gens. J'interviens pas trop au niveau politique, je veux pas du tout aller non, je peux pas dire, mais moi j'ai certaines valeurs, si tu veux, et des idées aussi que j'aime transmettre, mais je joue pas dans cette cour-là. Non, sans jouer dans cette cour-là des retours négatifs où tu as dérangé certaines personnes. Non, sincèrement, non. Non, j'ai la chance vraiment d'avoir très très peu de personnes qui laissent des messages, tu vois, agressifs, tout ça. Et quelquefois, il y a un petit peu des querelles, quoi, sur des gens qui ont des partis pris. Ça vient assez souvent de Thierry Casasnovas, quand je publiais une de ses vidéos. C'est assez rare, mais j'en publie quelquefois quand elles sont vraiment, qui sont excellentes. Donc il y a les anti et les pros, Thierry, tu vois. Moi j'ai l'impression que je navigue un petit peu dans tout ça. J'ai un ami VV qui est un blogueur qui me dit, toi tu es le diplomate suisse en fait. Tu t'entends en fait avec tout le monde, toutes les écoles, tout ça. Je peux parler aussi bien des survivalistes qui sont chasseurs et qui tuent des animaux aussi qu'à des véganes, quoi. Voilà, j'ai envie vraiment de garder cette ouverture. Ça vient aussi de mon non-jugement de l'autre. C'est pas du tout un je m'en foutisme, hein. Ça me touche.
tu vois. Mais contrairement à, j'ai connu Corinne Gouget, tu vois, avant qu'elle disparaisse. Et contrairement à elle, qui était vraiment dans la douleur, c'est une femme qui était vraiment, vraiment en souffrance, bon, par rapport à son histoire personnelle, bien entendu, mais aussi par rapport à ce qu'elle avait découvert sur les additifs alimentaires et tout. Elle était prête, si tu veux, à aller voir quelqu'un dans un train qui mangeait à côté d'elle, et si le gamin mangeait une chewing-gum et tout, elle allait voir la mère en disant « Ah, mais qu'est-ce que vous faites, chewing-gum, c'est danger hein. !» Tu vois, avec ce côté un peu vraiment très, très emporté, tu vois. Moi pas du tout. Et ça me fait de la peine quand je vois, je voyage souvent en TGV pour me déplacer sur Paris, par exemple. Et la dernière fois, je disais à Valérie, j'ai vu sur l'allée, en fait, une femme, une mère donner à son enfant un goûter. Et c'était en fait du pain blanc avec du Nutella, tu vois. Et avant, elle lui avait donné un sandwich au jambon. Ça me touche, tu vois. Ça me touche, mais je suis en droit de rien dire. C'est le tu vois arbitre des personnes. Mais ça me touche, voilà. Ça me touche. Je me dis, cette personne-là, elle n'est pas au courant, sinon elle ne donnerait pas ça à sa gamine. Justement, parlant de ce qui touche, Patrick voulait te parler d'une vidéo, c'est ça, Patrick? Ouais. Oui, ta réaction face aux agissements de la police à Poitiers. C'est assez rare que je diffuse ce genre de vidéo. C'est vraiment très rare. Si tu me suis sur ma page Facebook, c'est vrai que je l'ai envoyé hier, je crois. Ça m'a vraiment choqué, quoi. Voilà. Je trouve, ça m'a révolté. Alors, je sais pas les tenants, les aboutissants, tu vois. Mais c'est vrai que cette dame-là était en tort. Tu vas pas... mais si tu veux, elle a bousculé les barrières. Mais tu la vois en plus. Tu as vu la vidéo, Patrick? Ouais. Tu vois que c'est, à la limite, c'est plus un jeu, à mon avis, parce que on sent la personne espiègle, tu vois. Bon, elle a 70 ans. Moi, quand je la vois finir avec la face à terre, les mains dans le dos, il n'y a pas d'excuse pour ça. Il n'y a pas d'excuse. Voilà, là, il y a de l'exagération, hein. Il n'y a pas d'excuse. Et j'ai des amis qui sont policiers, j'ai des amis qui sont dans la force de l'ordre, j'ai des lecteurs aussi qui me suivent, qui sont dans les forces de l'ordre. Je comprends aussi quelquefois leur détresse parce qu'ils ne peuvent pas répondre aussi, ils ne sont pas équipés, etc. Ça, c'est un cas qui est hautement symbolique parce que c'était pour pas qu'on coupe les platanes, tu vois, à Poitiers. Donc, tu as vu, dans la manifestation, ils étaient quoi, 20 ou 25, tu vois, avec un petit gamin qui voit la vieille dame, c'était peut-être sa grand-mère, tu vois, il était en train de pleurer. Donc, il y avait un autre moyen, quand même, de maîtriser une personne de 70 ans qui fait tomber des barrières, tu vois. Complètement. Bah, surtout qu'à un moment, elle avait l'impression d'étouffer. On voyait un policier qui appuyait sur ses genoux. Je sais pas, quand on appuie sur tes genoux, quand tu as 60... C'est sûrement ça fait vraiment mal, hein. On peut pas aussi, tu vois, juger sur de simples images comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, tu vois. On ne sait pas le ras-le-bol qu'avaient ces gens-là. Je leur cherche pas des excuses, d'accord. Mais voilà, quand il y a des choses comme ça, pourtant j'évite, tu vois, de pas trop relayer. Je suis pas là pour attiser la haine. Je suis juste là pour dire aux personnes que des fois il faut désobéir. Il faut désobéir. Il faut parler. Il faut pas se taire. On peut pas laisser faire certaines choses. Voilà. Surtout c'était pour la nature, c'était pas quelque chose voilà, de plus grave, quoi. C'était vraiment de protéger la nature. Bon, après, voilà, elle est sûrement en tort, parce que c'est peut-être quelque chose qui a été voté, tu vois, etc. Voilà, mais elle a manifesté son mécontentement, et puis elle a été traitée comme vraiment vulgaire. Voilà, ça m'a vraiment choqué, ouais. Exactement. Et c'est pour quand ta prochaine tournée en Belgique ici? Tu as des dates? Écoute, c'est un petit peu loin parce que moi je réside en ce moment dans le sud de la France. Donc il faut que j'organise tout ça. Pardon? À Montpellier, c'est ça? Non, pas Montpellier. Donc c'est assez loin de chez moi, donc il faut que j'organise tout ça aux environs de Lille aussi. Peut-être si on est à Lille, on ira peut-être en Belgique. Voilà, on est juste à côté, nous, ici. Hein, oui, mais tout à côté, mais tu sais, moi, je tiens à faire des prix vraiment bas. Les endroits qu'on loue, en fait, on loue tout, on n'a aucune subvention, tu vois, on prend des risques lorsqu'on loue des salles. On a la chance aujourd'hui d'attirer 200, 300 personnes, c'est exceptionnel. Là, la conférence sportive, ça sera des configurations beaucoup plus petites, parce que je vais faire vraiment une conférence toute simple, là, sans cinéma, sans... je dirais vidéoprojection, etc. Mais avoir un bel échange après de questions-réponses, chose que je ne faisais pas lors de la dernière tournée.
Donc des configurations plus petites, il faut que je puisse amortir tout ça, tu vois, c'est une question de coût essentiellement. Voilà. J'aimerais aller de partout, passer beaucoup de temps. Moi, j'aime beaucoup ça. Hein. J'aime beaucoup rencontrer les gens, en plus découvrir de nouvelles choses. Et voilà, la Belgique, je connais très peu. Voilà. J'ai quelques Il y a amis, beaucoup de choses à voir. J'en doute pas, comme dans tous les pays et toutes les régions. Julie, tu as une question encore? Oui, la dernière question, c'était par rapport à l'eau de Quinton. Tu en as parlé dans ton show conférence. Est-ce que tu peux en parler un petit peu aux gens? L'eau de Quinton, c'est quelque chose d'assez remarquable parce que, bon, déjà, il faut s'intéresser à René Quinton. Donc là, il faut juste aller sur Internet, voir qui était René Quinton. Donc il y a un descriptif sur Wikipédia, par exemple. Et puis, on voit que c'était un grand biologiste qui est mort en 1920, qui a créé, donc, début du XXe siècle, les dispensaires, parce qu'il avait fait la découverte suivante, c'est que le plasma marin, en fait, l'eau de mer, se rapprochait au niveau minéral, etc., du plasma sanguin. Donc il a fait l'expérience qui l'a rendu célèbre. Un chien était en fin de vie, il a saigné à blanc et il a remplacé le volume sanguin par de l'eau de mer, du plasma Quinton. Donc le chien a survécu. Ensuite, 15 jours après, il a recréé en fait son propre volume sanguin. Donc c'est de l'eau de mer en fait, tout simplement, qui est plus ou moins diluée selon le format de l'hypertonique ou de l'isotonique. Et donc c'est vendu en ampoule ou en litres. Et puis en consommant, je dirais, cette eau de Quinton sous forme de cure, on reminéralise son corps. Parce que c'est vraiment tous les bienfaits de la nature qui sont à disposition dans l'eau de mer. Voilà. Ça le régénère, c'est ça? Tu sais, la régénération de notre corps, en fait, elle est essentiellement provoquée par tous les minéraux, en fait, le fonctionnement de notre corps. Voilà, si on lui donne les bonnes choses, il se régénère de lui-même. Il n'y a pas d'aliment miracle, voilà, l'eau de Quinton, c'est pas miraculeux, bien que ça puisse guérir certaines choses. On peut la faire aussi en injection, c'est pas légal, mais c'est assez efficace pour soigner des rhumatismes ou des choses comme ça. Et vraiment en interconnexion avec la nature, hein, puisque comme tu disais tout début, on est vraiment, il y a tout, la nature est bien faite. La nature est bien faite. Après, je ne rejette pas du tout en bloc la médecine. Aujourd'hui, je suis en train de collaborer avec des médecins, des spécialistes, des cancérologues. Pas tout est à jeter. Hein. Moi, je reste beaucoup de respect pour la médecine d'urgence. Hein. Tu vois, donc il y a des choses, la médecine sauve des vies, hein, il faut le dire. Mais il y a beaucoup de médecine business hein, sur tous les médicaments que nous avons, je dirais, un très faible pourcentage est réellement efficace, ça il faut le dire. Il y a un gros mensonge au niveau des vaccins aussi, ça il faut le dire, Henri Joyeux s'en charge, tu vois. Donc, mais par contre, il y a de la bonne médecine encore, voilà. Mais tu as pu remarquer aussi que de plus en plus de médecins font appel à la santé, enfin tout ce qui est médecine alternative aussi. De plus en plus, je m'en réjouis. Oui, on a vu qu'à la Timone, justement, ils travaillent avec beaucoup de thérapeutes hein, à ce niveau-là. Tout ce qui est médecine alternative, à Lyon aussi, je crois. Ça commence à venir un peu partout. C'est très bien, voilà, c'est très très bien. J'ai rencontré il y a peu de temps un spécialiste en fait du côlon. Et il me disait, pourtant c'était quelqu'un de à peu près de 65, 70 ans, quoi. Il reconnaissait que 70% des cancers du côlon étaient provoqués par le mode alimentaire, quoi, la mauvaise alimentation, et il en informait ses patients. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui collabore aussi avec Henri Joyeux, donc bon, ils sont un peu dans la même école, tu vois. Aussi. Donc voilà, il faut pas avoir de préjugés, quoi. Il y a de la bonne médecine, il y a des médecins ouverts, il y a des médecins qui sont conscients que l'alimentation peut être vraiment une prévention et peut guérir. Mais par contre, ils n'admettent pas, si tu veux, ce concept de guérison uniquement par l'alimentation, ou le jeûne, ou les jus, enfin, peu importe. Parce que si tu veux, pour eux, ils s'appuient sur des études cliniques. C'est-à-dire il faut que scientifiquement ça soit prouvé, donc on fait des études cliniques, et on ne fait jamais d'études cliniques sur l'alimentation qui guérit. Parce que les études cliniques coûtent énormément d'argent. C'est pas 1 500 €, hein. C'est 150 000 voire 500 000 €, tu vois, pour faire une... Donc, toutes ces études-là, si tu veux, ne sont pas financées parce que ça ne rapporte pas de l'argent aux lobbies pharmaceutiques, tout simplement. Les lobbies pharmaceutiques financent des études pour trouver des médicaments, voilà, qui vont soigner un mal précis. Voilà. Et ça leur fait gagner beaucoup d'argent. Et qui vont donner d'autres maladies. Il y a des effets secondaires. Alors, mais t'inquiète pas, Patrick, pour les effets secondaires, en fait, tu prends d'autres médicaments.
Tu vois? Bah oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc tu payes, tu repayes, tu repayes et tu repayes. Mais non, tu payes pas. C'est ça qui est fantastique en France. On paye pas nos médicaments. On a la sécurité Non. sociale. Tu vois, donc forcément, si on paye pas, si ça nous coûte rien, le Français, il n'est pas conscient de ça. Tu vois, je sais pas comment ça se passe en Belgique. C'est un peu plus compliqué au Québec. Au Québec, tu cherches, tu demandes un rendez-vous avec un spécialiste, avec la carte soleil, tu attends 6 mois. Tu vois? Des fois, tu attends 1 an pour faire une IRM. Ah oui, mais il faut le savoir, donc tu préfères ne pas être malade. Hein. Donc nous, en fait, on n'apprécie plus les services santé que nous avons, je pense, en France, qu'on n'est pas assez regardant. Comme ça nous coûte rien. Bah tiens, je vais me faire changer le genou, je suis remboursé, j'ai une bonne mutuelle et tout. Je dis, ouais, mais avant de faire changer le genou, peut-être il y a d'autres choses à faire, tu vois. Mais on est dans Voilà. l'abus. C'est pas un abus qui est provoqué aussi. Bon, il y a vraiment des escrocs et des gens qui abusent de notre système. Mais c'est un désintérêt, si tu veux. On s'intéresse pas à ce que ça coûte. Voilà, une chimiothérapie, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Hein, pour soigner un cancer du sein, c'est 40-50 000 euros. Oh, c'est une somme, hein. Ok. Oui, mais ça nous coûte rien. Donc, oui, mais ça nous coûte à nous, parce que nous, on les paye avec nos impôts, tu vois. Gilles, Oui. on est arrivé à la fin de cette émission. Alors Merci. j'ai une question pour clore tout. On n'a pas parlé d'alcool. Tu consommes de l'alcool? Rarement, parce qu'en fait, j'ai jamais C'est été comme gros métalleux. consommateur dans le... Allô? Ouais. Comme métalleux? Même comme métalleux, si tu veux. Moi, je prends pas plaisir, en fait, à boire de l'alcool. Je peux boire une bière, ou un alcool fort, ou un verre de Voilà. vin, ou tu vois, épisodiquement. Modération. J'ai jamais bu de l'alcool à un état sportif, tu vois. Et puis aujourd'hui, le fait d'avoir vraiment cleané mon corps et puis manger sainement, etc., je supporte pas l'alcool. C'est-à-dire, je bois 2-3 verres de cidre, je suis presque sous, tu vois. Donc, Oui. je tiens pas du tout l'alcool. Et je regrette qu'au Hellfest, c'est vrai qu'ils boivent beaucoup, c'est la fête. Et je regrette quand le deuxième jour, il y a des enfants, enfin des jeunes adolescents qui sont par terre, qui sont sous, qui voient pas les concerts. Enfin voilà, bon, c'est exactement, ouais. Donc, En tout cas, merci de ta présence. Oui, un énorme merci. mais merci à vous, c'est un plaisir. C'est la deuxième fois, on dit jamais 203. Donc, 203, du coup, la troisième. exactement. Eh oui, exactement. Bah, la troisième fois peut-être ici en studio carrément. hein. Oui. Bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas? Aussi. J'ai vu un ravissant petit chien. Il a qui le petit chien là? À moi, enfin à nous. Ok, super. Voilà, merci Gilles Lartigot. Belle soirée à On se toi. retrouve la semaine prochaine à la même heure Exactement. pour notre émission. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée, soirée. bientôt. Salut à tous.